Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, un podcast bonus avec de nombreux membres de la cellule. Emmanuel est parmi nous à nouveau. Salut. On entend ta voix de plus en plus sur la cellule, ça fait très plaisir. Salut Emmanuel. Aloïs est avec nous également. Oui, Nantes annexe la cellule. Hello Aloïs. Thomas est avec nous. Bonjour. Podcasteur de l'extrême, toujours là, toujours prêt. Et puis deux invités un petit peu extérieurs à la cellule, mais qui vont faire de plus en plus entendre leur voix sur nos podcasts, nous l'espérons. Pika, ça va la pêche. Salut le petit clou. La patate, toi t'as plein d'actualités, on va parler de tout en long, en large et en travers. Et puis Manu, alias Paradoxe. Manu, ça va ? Ça va très bien. La pêche ? Bah oui, écoute. T'es en plein préparation d'un scénario des 1000 marches. Allez, on va révéler un secret à nos éditeurs. Ça y est, tu racontes tout là. Ouais, c'est carrément. fini, on montre nos dessous aux auditeurs. Exactement. Oui, je prépare un scénario des 1000 marches. Alors, je crois que c'est pour un one shot. Absolument. Donc il aura lieu très bientôt. Voilà. Donc si je parle pas beaucoup pendant le podcast, vous m'excuserez, mais c'est parce que j'ai du boulot moi. Ou c'est parce que Pika sera en train de parler, tout simplement. Oui, parce qu'ils échangent le même micro. Alors, on va essayer de répondre un peu aux questions que se posent les gens de la cellule. On va d'abord peut-être faire un point sur une demande qui revient de façon assez récurrente, qui est une demande que la cellule fasse de l'actual play, c'est-à-dire de la vidéo et du jeu en direct. Alors, Tom, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que toi... Moi je pense que la vidéo et le jeu de rôle ça va pas forcément bien ensemble et que filmer une partie moi ça va pas me déranger parce que je vais jouer, mais les gens qui regardent je suis pas sûr que ça leur plaira. Il y a deux propositions différentes. Il y a les gens qui disent il faudrait enregistrer la partie, donc ils parlent pas forcément de vidéo mais d'enregistrement de la partie, et d'autres qui disent carrément de la filmer comme sur Trick Track. Alors Pour faire du jeu de rôle audio. Ouais. Ça c'est pour les rôlistes qui sont en manque, ils se souviennent plus que c'est qu'une partie, ils se mettent ça en fond quoi. Ouais, c'est une saga MP3 quoi. Bah oui. C'est ça. Bon, Manuel, déjà du point de vue technique, ce genre de choses, l'enregistrement vidéo, l'enregistrement en vidéo d'une partie et enregistrement audio d'une partie, t'en penses quoi ? Toi qui es dans la profession, qui travaille dans l'audiovisuel. Je crois qu'il faut savoir travailler court. Une partie de jeu de rôle, si on commence à faire des coupes franches, c'est vite problématique. Je crois que globalement, de toute manière, le sujet a été évoqué par Dr Mops et Monsieur Fall dans le podcast que vous avez fait avec Trick Track. Ça demande une logistique assez balèze, parce que si c'est juste une caméra posée dans un coin qui filme en rond, ça n'a pas de sens. Bah oui. Dramatiquement parlant, on va dire, médiatiquement parlant. Donc ça demande plusieurs caméras, une régie, du montage vidéo. C'est plus du tout le même boulot. C'est pour le concret en termes de production. Et en plus, au-delà de ça, l'intérêt, je sais pas, on dit souvent que le jeu de rôle, on peut vraiment le comprendre qu'en jouant, et que finalement être dans la même salle que des gens qui jouent et regarder la partie permet pas vraiment de saisir la spécificité de ce loisir-là. Et je vois pas bien ce qui est différent entre se poser dans un coin et regarder la partie ou regarder la partie en vidéo. Ce qui est intéressant, c'est l'analyse a posteriori, mais en jeu de rôle, en termes de vidéo, on va parler de la vidéo d'abord. Il y a eu une tentative qui a été faite par Guillaume Besançon, il me semble, non, qui avait filmé ses joueurs. J'ai pas vu ça. Ça a été diffusé, je crois, sur No Life, donc une partie de jeu de rôle filmé, puis montée vraiment de façon un peu plus dynamique, on va dire. Avec des effets visuels pour les quand ça tape, les fiches de perso qui apparaissent en zoom pour voir les compétences. Il y a eu vraiment un gros travail de fait. Le résultat, alors vous l'avez, personne l'a vu ici ? Absolument pas. Moi j'en ai vu à peine 10 minutes parce que je trouvais que le résultat était pas du tout probant. Non pas que le travail effectué sur la partie était mauvais, au contraire, il y avait vraiment un boulot énorme. Mais effectivement, comme tu l'as dit Manuel, je trouve que pour bien comprendre une partie de jeu de rôle, si tu participes pas, c'est chiant en fait, c'est emmerdant tout simplement. La différence avec un jeu de société Manuel, tel qu'on peut le voir dans les parties chez nos petits camarades de Trick Track, c'est que dans un jeu de société, il y a du matos un peu spécifique qu'on voit. Donc on voit le plateau, on voit les mouvements de pions sur un plateau, si tant est qu'il y a un plateau, ou des cartes. Mais enfin, il y a un matériel vraiment spécifique. En jeu de rôle, on va avoir des fiches de personnages qui ne disent pas grand-chose si on n'est pas en train de les utiliser.
Donc il y a quelque chose de très très verbal dans le média qu'on a moins dans les jeux de société. Alors ça c'est un point. Le deuxième point quand même sur Trick Track, c'est qu'ils ont un matériel très spécial qui s'appelle Monsieur Fall et Dr Mops, et que ce matériel-là il est au top en termes de dynamisme et etc. C'est-à-dire que Monsieur Fall au top en termes de dynamisme. Non, attends. Ça n'a rien à voir de me voir derrière un micro en tant qu'animateur, en tant que présentateur, en tant que podcasteur, et de me voir en tant que maître de jeu. Bien sûr. En tant que maître de jeu, par exemple, j'ai tout souvent tendance au contraire à alors d'accord, il y a des PNJ qui vont être hauts en couleur souvent avec moi, donc jouer un peu de façon excessive. Mais après derrière, moi je fais rien, je dis rien. Je pose un décor et je laisse mes joueurs. Ah non, mais il est absolument certain. Après, il y a probablement des jeux qui s'y prêtent mieux que d'autres, mais il est absolument certain que c'est pas tout à fait le même exercice. Et puis accessoirement, ça demande une logistique que la cellule n'a pas à l'heure actuelle. Déjà, premier point, nous on n'a pas la logistique, ça c'est clair. On n'a pas le matériel. On n'a pas les compétences techniques pour le faire, parce qu'il faut un monteur, il faut un cadreur, il faut quelqu'un qui s'occupe des lumières. Moi, je suis partisan de l'idée qu'il ne faut pas faire des choses si on ne peut pas atteindre un minimum, une qualité correcte. Je parle pas d'une qualité pro, je parle d'une qualité correcte. Or, sur la vidéo, on n'aura jamais cette qualité-là. Et puis, Thomas. C'est surtout que vu que ça a déjà été fait, et puis c'était pas au niveau technique que c'était vraiment bien fait comme vidéo sur le jeu de rôle, parce que moi c'est pareil, j'ai vu quelques minutes, on a vu ce que ça marche pas du tout, quoi. Ouais, et puis fondamentalement, la question peut se résumer assez simplement, est-ce que vous en avez envie? Non, moi j'en ai pas envie en tout cas. Bah, Thomas, si on avait les moyens techniques, tu ferais du Trick Track? Non, c'est pas. En fait, c'est une question qui vient assez régulièrement, et c'est vrai que non, j'ai pas envie. Dire que moi, quand j'ai commencé le jeu de rôle, j'ai fait peut-être comme beaucoup de gens, je m'étais mis dans un coin pour d'abord voir à quoi ça ressemble. Ouais. Et moi, j'ai plus ressenti de la frustration. Et c'est vrai que quand je rencontre quelqu'un qui veut essayer le jeu de rôle, je le fais participer. Donc là, la vidéo serait toujours pareil, le principe, t'es dans ton coin, tu regardes la partie, donc t'es frustré. Aloïs, ça te motiverait toi la vidéo sur Pas du tout. Pas du tout. Ok. Je pense pas que ce soit une bonne idée parce que d'une part, il y a quelque chose quand même d'assez intime dans une partie de jeu de rôle. C'est un rêve, c'est un fantasme de rôliste que de voir une partie de jeu de rôle un peu réalisée en film avec des genre tu vois une partie film et puis de temps en temps on revient à la table, puis une partie film. Tu vois, imagine Dagon et en plus tu vois. J'allais parler de Dagon. Ça existe déjà. Pika, tu nous dis ça hors micro. Ça existe en film. Il y a le film Astropia. Bon, qui vaut ce qu'il vaut en termes de réalisation. C'est marrant. Mais je trouve qu'il y a une scène très très marquante dans le film Astropia. Parle pas trop près de ton micro, du coup, est-ce que je les ai réglés pour... voilà, excuse-moi Pika. Parle tout petit peu plus loin. Alors rapidement, dans le film Astropia, qui est un film islandais, je pense que grosso modo le but du film c'est de faire découvrir le loisir jeu de rôle en fait aux spectateurs de façon un peu humoristique et décalée. Et l'histoire grosso modo c'est une espèce de fashionista qui se retrouve un peu par accident intégrée dans le monde du jeu de rôle. Ouais. Et donc il y a une scène qui est vraiment intéressante où elle est en fait il faut qu'elle découvre le jeu de rôle et donc elle fait sa première partie. Donc elle est réunie à une table de donjonneux, je pense qu'ils jouent à Donjons et Dragons, un truc équivalent. Ouais. Et donc au début, on les voit tous commencer à parler dans un langage assez cryptique de niveau, de points d'expérience, à utiliser des dés aux formes bizarres. Et en fait, la protagoniste, elle est complètement larguée, elle comprend rien, elle se demande ce qu'elle fout là. Et ça, tu vois, c'est un film sur le jeu de rôle. Ouais, c'est un film. Oui, tout à fait, c'est un film. C'est une fiction, c'est un film. Et donc, il y a un moment, le MJ commence à parler. Il commence à expliquer qu'on est sur les terres de je sais plus quoi, désolé, de Fangorn, au milieu des steppes, machin. Et là, à ce moment-là, il y a les quatre murs autour de la salle qui tombent en fait. Ouais. Et tout de suite, derrière, on voit le décor médiéval fantastique. Et là, on passe en mode cinéma. Ils sont en situation, en costume et tout. C'est également le parti pris de Lord Gardakan, là, la fameuse vidéo canadienne. Farador, voilà, c'est ça. Mais je trouve que cet effet-là, l'effet visuel avec les quatre murs qui tombent, je trouve que c'est la meilleure mise en image de ce qui se passe quand on fait une partie de jeu de rôle. À mon souvenir, c'est la meilleure mise en image que j'ai pu voir. Manuel voulait intervenir sur le sujet. Manuel ? Alors j'ai deux amours dans la vie, le jeu de rôle et les séries. Ouais. Et en série, il y a eu une belle réussite sur la question quand même, parce que c'est vrai qu'on l'a pas mentionné, où on voit une partie de jeu de rôle à peu près telle qu'elle se joue, avec assez peu d'effets, et où ça fonctionne bien, mais ça fonctionne bien aussi parce que c'est court, c'est dans une série qui s'appelle Community. Et on voit vraiment une partie de jeu de rôle avec ce que ça véhicule d'imaginaire chez les joueurs et d'affect.
Ce que ça a aussi d'un peu bizarre de voir des mecs qui lancent des dés pour taper sur des monstres. Et ça fonctionne. Donc, mais ça fonctionne dans un format très spécifique avec une dramaturgie autour. On n'est pas en train de filmer une partie, on est en train de créer une partie. Oui, puis comme tu dis, ce qui est très important là-dedans, c'est le côté affect, qui est intéressant parce que on connaît les joueurs en l'occurrence et donc on a envie de voir ce qui se passe, comment ils interagissent, tout ça. Effectivement, dans un but pédagogique, montrer, ça n'a pas grand intérêt, quoi. D'accord, ouais. Donc bon, l'actuel play en vidéo, en tout cas, nous, on peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Oui, et moi, j'ai pas l'envie. Voilà, c'est ça. Donc, Pika, tu voulais ajouter quelque chose ? Ouais, je voulais donner mon avis personnel sur les vidéos d'une part, et puis sur le fait d'enregistrer, par contre, en audio une partie. Alors, l'enregistrement d'une partie. Alors, pour finir, juste la vidéo rapidement. Ouais. Moi, je pense qu'il y a aussi. Après, c'est à toi, Romaric, Thomas et les autres de définir la politique de la cellule. Mais je suis pas certain que la cellule ait intérêt à migrer vers la vidéo. Moi non plus. D'un point de vue très très personnel, moi tu vois, les podcasts à cellule, je les écoute tous parce que c'est vachement simple. Je les mets sur mon téléphone et puis je les écoute quand je suis au boulot. Je peux faire autre chose en même temps, c'est cool quoi. Et ça, je peux pas faire ça avec une vidéo. Et moi, sur internet, je rate aucune vidéo parce que j'ai juste pas le temps. Et je suis sûr que Rollis TV, ils font du super taf. J'en suis persuadé. Mais je suis désolé pour vous, les gars, mais je peux pas regarder vos vidéos parce que j'ai pas le temps, quoi. Ça joue. L'opinion du chef. Tu t'adresses à un public hyper différent. Moi, pour le coup, je les écoute en bagnole ou dans les transports en commun, donc je suis sur la même problématique, mais en même temps, je cacherai pas le fait que je suis un gros amateur de radio et puis quelque part c'est mon métier, et c'est pas pour rien. Je crois que la radio, et ça sur facilite la chose, notamment dans les sur l'enregistrement des parties, enregistrer des extraits, les diffuser après pendant les one shots. Moi, je vais vous dire un truc, c'est qu'en termes de montage, techniquement, c'est un boulot de montage. Le montage, c'est chronophage. Sur la cellule, c'est moi qui fais le montage, donc je coupe quelques blancs, des petites reprises sur le son des micros, des choses comme ça. Donc voilà, je sais quel travail ça représente. Je sais que si on faisait ça pour du jeu de rôle, je pense que, sans compter qu'il y a de la musique souvent en fond, avec Pika, on a voulu enregistrer un podcast récemment sur les musiques, on va en parler d'ailleurs, tiens, ça fait une excellente transition, sur les musiques sombres pour les jeux de rôle au sombre et tout ça, du coup, j'ai pas pu faire le travail de montage, parce que la prise de son au départ était pas bonne, et du coup, tu te retrouves avec des extraits que tu auras envie de diffuser, que tu peux pas diffuser, enfin, ça, c'est énorme, voilà, c'est un travail à temps plein. Je suis tenté de dire, pour l'enregistrement d'une partie, faut essayer une fois. Je suis pas convaincu du rendu, mais je pense qu'il faut essayer une fois et puis on verra de quoi il en retourne. Si on le fait, mais je suis pas certain même que ce soit diffusable en fait. Des petits extraits de vidéos de parties qu'on avait faites à un moment donné. Et voilà, on s'arrêtera là, je pense, là-dessus. Donc, il faut pas que les gens de la cellule s'attendent à ce qu'il y ait de ce genre de changement. Pika, tu voulais intervenir ? Juste pour finir, donc sur l'enregistrement audio d'une partie. Moi, je vous invite à aller voir le dernier podcast des éclaireurs, où il y a une intervention de Cobal de Radio Rolliste. Ouais. Et en fait, les éclaireurs, c'est un podcast qui propose de découvrir un fait culturel. Par exemple, dans l'épisode là, je crois qu'il parle du cyberpunk et tout. Enfin, il décrypte des phénomènes culturels. Et donc Cobal intervient sur le jeu de rôle en fait. Ouais. Donc il s'adresse à des néophytes et pour leur faire découvrir. Et en fait, il fait faire une mini partie de jeu de rôle de 10 minutes aux podcasteurs. Et après, ils ont pas coupé au montage, c'est-à-dire que t'entends les moments de jeu et de méta-jeu, les réflexions des joueurs qui sont hors jeu. Ouais. Et par contre, il y a eu un petit travail de montage après quand même, dans le sens où des fois ils rajoutent des bruitages. Il me semble que Cobal, il fait du boulot en termes de montage sur Radio Rolliste par exemple. Ouais. Et moi, je crois que il fait beaucoup plus de travail que moi. C'est-à-dire que vu les délais aussi avec lesquels il poste ses podcasts, nous, c'est un podcast par semaine. Ouais, mais c'était intéressant de souligner que ça existe. Ouais. Et juste très bien, pour finir sur le principe de la partie en MP3, moi, je pense que ça a testé, mais c'est comme le disait Paradox tout à l'heure. Il faut qu'il y ait une partie qui soit calibrée pour, c'est-à-dire faire une partie qui dure 1 heure. Moi, je suis persuadé que c'est possible. J'en fais assez régulièrement. Je fais même des parties d'une demi-heure. Aux Utopias, je fais une partie d'une demi-heure.
Donc voilà, il faut vraiment un scénario qui est la patate, faut que ça attire. Donc pour moi, si tu fais, je dis ça, si on a des auditeurs qui voudraient essayer, parce que pas forcément que la cellule. Il faut une partie qui est la patate avec une intro, une média res et tout. Ouais, je suis d'accord avec toi. Faut que ce soit captivant. Ça se prépare en fait. Même la partie en elle-même. Ouais. Moi, je me demande même si ça vaudrait pas le coup d'avoir une partie fictive. C'est-à-dire où les joueurs. Mais non, c'est pas un. Ah bah oui, je sais bien, mais. Ouais. Et je pense qu'il faudrait, par contre, à mon avis, ça se prête pas au micro. Je pense que là, il faudrait presque des oreillettes en fait, pour avoir une prise de son. Je sais plus quoi là, omnidirectionnel. Ouais, ou des oreillettes, les trucs que t'as pour qu'il y ait un peu plus de spontanéité dans la prise de parole. Franchement, ça me semble dur quand même. C'est difficile. En tout cas, nous, on n'a pas les moyens. Pas de façon hebdomadaire, j'imagine. Ça voilà, de toute façon. Ça, on a clairement pas les moyens. Juste pour finir, je suis désolé. Non. Moi je sais que je lis assez régulièrement sur Casus No, puis sur Terres étranges forcément, puis maintenant un petit peu sur Silent Drift, des rapports de parties. Moi je trouve que de façon écrite, des rapports de parties, c'est intéressant à lire. Moi je lis ça avec plaisir. Ouais. Souvent en plus en tant que MJ t'en retires vachement de bonnes choses. Donc je me dis si c'est intéressant à lire, alors que tu participes pas à la partie, pourquoi ce serait pas inintéressant à écouter quoi. Voilà. On lance une perche au podcasteur en herbe. Alors Pika, tu vas garder le micro. On va parler de toi. Alors moi, je voudrais te dire que je te félicite pour ton passage à l'indépendance, ta volonté de devenir indé. Bravo. Ouais. Voilà. Merci les gars. Ici, en tout cas, on en est vraiment très content. Je voudrais que tu nous parles un petit peu de ton travail, de ce que tu comptes faire dans les mois qui viennent. Tu as déjà commencé à diffuser par mois des 2 ouvrages. Parle-nous de tout ça. Pika. Ok, alors, je vais essayer de procéder par ordre. Donc là, j'ai ouvert... donc pour faire simple, je sens que ça va pas être simple, mais bon... moi je suis auteur de jeux et puis de fiction depuis que je pense que je sais tenir un stylo. Grosso modo, j'écris de façon à peu près professionnelle depuis que j'ai 15 ans. Donc là, j'ai 30 ans. Donc pour faire simple, j'ai un patrimoine de jeux et de romans qui a 15 ans quoi. Donc j'ai pas mal de choses dans mes cartons. Donc là, j'ai très récemment ouvert un blog qui s'appelle Outsider. J'ai distribué de petites cartes au podcaster. Clac. Alors Outsider en fait, c'est un blog où je parle de mon folklore personnel, justement un petit peu ma culture à moi que j'ai développée en 15 ans d'écriture. Ah là, il distribue ses petites cartes. Et puis c'est aussi un blog d'études. C'est de l'auto. Ouais. Non mais c'est classe, putain. C'est un blog d'études du processus créatif en fait. Je l'ai créé parce que je me suis rendu compte que moi, j'avais eu des blocages et des difficultés par rapport à la création. J'en ai surmonté une partie, mais je pense que je suis pas au bout. Ouais. Et en fait, à travers ce blog, j'invite des créatifs de toutes sortes et de tout niveau. J'insiste là-dessus. C'est-à-dire que le mec qui fait une BD sur du papier recyclé avec des crayons de papier et qui, une fois qu'il a fait ses 50 pages de BD, il la met dans un tiroir et il la montre à personne, ça m'intéresse autant. En fait. Voilà, cette personne-là va m'intéresser autant que quelqu'un, par exemple, qui presse des CD à 1000 exemplaires et qui arrive à les vendre tous, quoi. Et en fait, donc j'invite différents témoins comme ça à parler de leur expérience créative. Donc il y a un article par mois. Alors on a déjà des choses vachement intéressantes. Par exemple, on a un écrivain qui nous explique comment il en chie grave pour prendre son stylo, alors qu'il y a plein de choses plus intéressantes à faire dans la vie, comme par exemple consulter Facebook toutes les 5 minutes. On a une art thérapeute qui nous explique un petit peu comment l'art thérapie, en plus de sauver la vie de ses patients, sauve la sienne. On a plein de choses comme ça. On a une espèce de créatif dément qui change d'art toutes les 5 minutes, qui sait jamais s'il doit être danseur, écrivain, musicien ou encore autre chose. Donc c'est des témoignages en fait. C'est des témoignages. Donc tous les dimanches, il y a un article invité là-dessus. C'est assez court, c'est 5000 signes. C'est souvent des choses assez fortes. Les mecs, c'est chargé comme article. Moi personnellement, ils m'apprennent beaucoup. D'accord. Et j'espère que ça apprendra aussi pas mal de choses aux lecteurs.
Et du coup, j'en profite pour faire un appel, puisque donc c'est une tribune qui est ouverte à tous, du moment que vous estimez créatif. Alors, quel que soit vraiment votre niveau d'accomplissement, de diffusion et tout, hein. Voilà, il y a mes coordonnées mail en fait sur le blog. Donc, vous m'envoyez un petit mail pour dire que vous voulez faire un article et puis. C'est exclusivement des indépendants ou non? C'est pas. Non, je pense que je me limite pas. T'as plusieurs aspects. T'as la création. Effectivement, les affres de la création. Alors dans tous les domaines, jeux de rôle, roman, poésie, dessin, cinéma, enfin voilà, tous les médias artistiques ou même un petit peu annexes, parce qu'on avait l'art-thérapie, ça commence à être annexe. Et puis effectivement, tu as les problématiques de diffusion. Donc moi je sais que effectivement je me place du côté indépendant de la force, du côté un petit peu do it yourself. Mais je serais assez intéressé d'avoir le point de vue de personnes qui ont choisi l'édition et pourquoi. Par exemple, sur Silent Drift, il y a Nonen qui explique pourquoi finalement il s'est tourné vers l'édition pour son jeu de rôle romance érotique. Ouais. Ce genre de témoignage, c'était super intéressant, quoi. Carrément. Voilà. Donc tribune ouverte. Envoyez-moi des mails. Je serais vraiment heureux de recevoir d'articles de personnes que je connais pas. Jusqu'à présent, effectivement, c'est les gens de mon réseau qui écrivent, mais c'est complètement ouvert. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton travail? Ouais, justement, j'y viens. Outsider, c'est un petit peu la porte d'entrée. Ouais. Alors, justement, déjà, effectivement, les gens s'expriment sur le processus créatif sur Outsider. Moi aussi, je le fais, mais seulement une fois par mois. Mais ce que je vais faire prochainement, alors là, pareil, c'est un appel. Je veux aussi écrire des articles sur le processus créatif, sur la diffusion, mais moi je veux pas le faire sur Outsider, je veux le faire à l'extérieur. D'accord. Et donc j'invite les blogueurs, forumistes à me contacter. Je suis prêt à écrire des articles. Souvent des petites choses de 5000 signes. Justement, on va en parler après. Nous, à la cellule, on a aussi... Il n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Voilà, on a aussi un projet en fait d'appel aux articles. Mais bon, c'est vrai que ça va être le lieu à mon avis pour tes articles. Donc on va te contacter. D'accord? On t'envoie un mail. C'est cool. C'est pas comme si on se voyait en ce moment, tu vois. Il y aura un commercial. Non, il va y avoir, c'est sûr qu'il va y avoir des échanges, ça je le dis aux auditeurs, c'est sûr qu'il va y avoir des échanges entre toi et nous. Donc voilà, on sait pas encore quel mode ils vont prendre. Toi, on va t'entendre sur nos podcasts. Si tu pouvais faire des articles, ce serait super. Nous, on a peut-être des retours à faire aussi sur Outsider. Là, je serais plus que ravi, en plus que je vois des gens comme Thomas là qui sont justement dans un processus créatif avec Mao Shoujo. C'est sûr qu'il va y avoir des échanges. Ou Flavie qui écrivent des choses et tout. Je pense qu'il fallait pas en parler de tout ça. Je pense que tu prends plein de gens. Tout le monde a un petit truc, tout le monde a quelque chose dans ses tiroirs qui dort. Et je pense que les gens ont envie d'en parler en fait. Il faut les faire sortir. Ouais, il faut que ça sorte ces vieux démons. Alors, Outsider. Sauf si vous avez des questions, j'enchaîne. Alors moi j'ai des questions. Je veux bien d'abord que tu nous présentes tes projets et après j'aurai des questions. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais sur Outsider aussi? Eh bien, j'auto-édite. Alors, je me suis lancé un défi qui est assez énorme. C'est que je vais sortir un livre. Donc là, j'ai commencé en septembre. Je sors un livre par mois. Ouais. En auto-édition. À chaque fois, ce sera sous 3 formats différents. Un bouquin en arbre mort et tout, qui sera sur la plateforme de vente d'impression à la demande lulu.com. Ouais. Donc tu utilises Lulu en fait. Voilà, exactement. Pour ceux qui connaîtraient pas, donc lulu.com, c'est une plateforme d'impression à la demande. C'est-à-dire que, non mais je le dis parce qu'il y a des gens qui connaissent pas. Si vous avez besoin d'imprimer quelque chose, soit pour le vendre, soit juste pour vous, vous pouvez le mettre sur cette plateforme-là. Qui en fait inscrit votre bouquin dans un catalogue et en fait chaque exemplaire est imprimé à l'unité quoi. Ah c'est génial. La charge en fait la charge d'impression est supportée par le client. Voilà. Donc le deuxième format donc, en fait. Il n'y a pas de thune à avancer, c'est ça. Le point zéro charge. C'est ça. C'est zéro charge. Toi tu fournis un PDF. Eux, ils te l'impriment et c'est finalement celui qui va acheter le livre qui va payer le prix d'impression. T'as pas de stock. Zéro stock, zéro charge. Voilà. Ouais. Je pourrais avoir du stock parce que Fabien Ilvain pour Monostato se constitue un stock, mais c'est son choix. Quoi. Voilà, c'est son choix parce qu'il veut avoir des objets à présenter dans les conventions par exemple. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un petit peu
Lulu qui fait basculer énormément de personnes dans l'indépendance en ce moment, c'est un point crucial. On verra si ça marche ou pas. En ce moment, en tout cas, c'est une méthode utilisée. Fabien est déjà en train un peu de revenir de Lulu. Il me confiait que la visibilité en fait sur Lulu est pas au top, quoi. T'es quand même noyé dans un. Ça effectivement, c'est à toi de faire ta après, promo. C'est tout le monde sur internet, c'est le cas. Il faut développer ce qu'on appelle le personal branding, mais bon, c'est un métier presque. Ouais. Je veux dire, donc Lulu n'est pas là pour te faire ta pub. En fin de compte, elle est là pour imprimer et faire tes envois. Ouais, c'est déjà énorme. C'est-à-dire que le fait de faire les envois. Il se cache pas de ça. Hein. Ah non, mais c'est bien pour bien présenter effectivement cette solution. Lulu, voilà, la com, t'es obligé de la faire toi-même. Ouais. Et donc quelqu'un qui va t'acheter un bouquin, c'est parce qu'il sait exactement ce qu'il va acheter. Il est pas allé sur Lulu par hasard. Ça me paraît difficile, sauf si vous avez. Alors si quand même, parce qu'il y a un truc, c'est que si tu as ton bouquin dans le catalogue sur Lulu, il est quand même référencé et plutôt pas mal sur Google. Donc si tu as choisi un titre qui parle, les gens peuvent entre guillemets en faisant du Google fou te trouver, quoi. Ouais, d'accord. Donc ça c'est intéressant aussi pour le référencement. Alors tes deux projets. Alors je vais vous parler de ce qui vient de sortir. Ouais. Donc là actuellement j'ai sorti 2 bouquins parce que Outsider n'a que 2 mois d'existence. Le premier que j'ai sorti c'est Musique sombre pour jeux de rôle sombre. Ouais. Alors rapidement, on a fait un petit article sur la cellule qui est sorti à Halloween. Hein. C'est toi Thomas qui faisait exactement. C'est en octobre. Ouais. Pika. Musique sombre pour jeux de rôle sombre, c'est un recueil de chroniques musicales à destination des meneurs de jeu qui veulent faire du jeu de rôle d'horreur ou des moments horrifiques dans des jeux de rôle qui ne sont pas horrifiques. Par exemple, on peut avoir des moments horrifiques Hatchin, Devastra, Star Wars, c'est tout à fait possible. Et pour cela, si vous sonorisez, il faut des musiques appropriées. Je vais pas vous parler trop en détail, mais grosso modo, c'est un bouquin qui parle avant tout de ma sensibilité de meneur de jeu et de mes intérêts musicaux. Cela dit, c'est très très éclectique. Ça va du métal au dark ambient, à la musique électronique, la musique classique, la pop, la musique enfantine. C'est éclectique sur le plan des musiques employées. C'est également éclectique sur le nombre de jeux de rôle qu'on peut illustrer. Ouais, il y a à peu près, je fais un index par jeu de rôle pour pouvoir en fait comme ça tu peux te faire ta sélection par jeu de rôle et il y a une centaine de jeux de rôle cités. Voilà, c'est ça. Donc c'est assez énorme. Qu'est-ce que tu réponds à Alban Le Collen, je crois, sur le podcast de la cellule, qui pose une question, qui te pose une question directement et qui dit que musique sombre pour jeu de rôle sombre, c'est quand même beaucoup de métal et que pour lui il y a beaucoup de musique étant donné qu'il a l'air pas fan de métal qui sont proprement inaudibles. Qu'est-ce que tu réponds à Alban? Alors 2 choses, j'ai déjà répondu effectivement sur internet mais je le refais là parce qu'en plus Alban tu n'es pas le seul à m'avoir fait cette remarque. Tout à fait. Moi j'ai été le premier à t'en parler, mais en fait pour moi, c'est une des forces. Je te laisse répondre d'abord. Il y a effectivement pas mal de métal, parce que là, grosso modo, il y a 200 chroniques, mais sur les 100 principales, il y en a 25 qui sont du métal. Et je pense pense que le métal c'est un peu comme la peinture noire. Si tu as 25% de ton mur qui est couvert de peinture noire, on voit plus que ça. Donc effectivement, les gens ont l'impression qu'il y a beaucoup de métal. Mais cela dit, déjà le métal, pour ceux qui connaissent pas, j'aime autant prévenir que c'est un genre extrêmement large. Je pense que c'est plutôt un méta-genre. Hein. C'est comme dire que le rock est un genre musical, quoi. Ça veut absolument rien dire maintenant. Donc je fais vraiment le grand écart. Et puis de toute façon. Il y a 75% qui n'est pas du tout du métal. Vous avez du dub, vous avez de l'électro, vous avez de la folk, vous avez du hip-hop, vous avez de la musique industrielle, vous avez de l'opéra, de la musique classique, de la musique électronique, du piano, de la musique faite avec des petites boîtes à musique enfantine. Alors, il y a du jazz. Non, honnêtement, je pense que je pouvais absolument pas être plus éclectique. Par contre, effectivement, la ligne de conduite de tout ça, c'est que c'est sombre. Effectivement, c'est des musiques lourdes, des musiques sombres, des musiques tristes, sinistres, glauques, malsaines. Parce que non seulement moi je suis un maître de jeu d'horreur, mais en fait j'essaie de faire de l'horreur qui fait peur. Et quand j'écoute les réactions des gens, souvent j'ai l'impression qu'il y a pas mal de MJ ou de joueurs qui aiment bien le jeu de rôle d'horreur, mais si ça fait pas peur.
Alors moi, c'est pas mon parti pris. moi, je dis que le métal, c'est quand même un genre musical qui s'est composé sur des accords dissonants, il me semble, sur ce qu'on appelle le truc du diable. Comment on appelle ça déjà ? Le triton du diable. Et voilà. Et donc que du coup, ça s'adapte bien à des ambiances de malaise. Or toi, en fait, c'est moins la peur que tu entretiens, Pika, dans tes scénarios. Enfin, quand j'ai pu jouer avec toi, en tout cas en tant que maître de jeu, que le malaise. Et donc, c'est un genre qui est approprié, en fait, tout simplement pour ce genre d'ambiance. Je pense que c'est un livre qui parle aussi de toi, en fait. C'est un livre intime où tu me dis, voilà, comment moi, j'imagine tel univers, comment je conçois la peur dans tel ou tel univers. Ça nous apprend énormément de choses aussi sur toi-même, sur les tréfonds de ton âme, le côté sombre et tout que tu veux donner au jeu de rôle que tu aimes, quoi. Donc moi personnellement, j'aime pas le métal. Je suis un peu, quand j'ai lu la critique d'Alban sur la cellule, j'ai fait ah mais ouais, mais je comprends cette critique, tu vois, je comprends. Et d'un autre côté, ça permet de découvrir justement des sonorités qu'on n'attend pas, à des moments où on les attend pas, et voilà, et de s'ouvrir en fait, tout simplement de s'ouvrir. Partir du point, le métal, il y en a trop, le métal c'est inaudible, mais c'est passer à côté de ce que c'est que la sonorisation. Justement, si c'est inaudible, peut-être que c'est approprié. Tu vois ce que je veux dire, Pika ? Donc c'est ça, j'ai trouvé cette critique intéressante parce qu'elle soulevait un point intéressant. Mais on aura l'occasion avec toi, Pika, d'y revenir. J'espère qu'on pourra même faire un podcast sur la sonorisation et on parlera en détail de musique son pour jeu de rôle son. Et puis je finis juste là-dessus, puis après je pense que je vais passer la parole à Aloïs. Ouais, tu me sens que tu voulais parler sur le métal. Ouais, d'accord. Je finis puis je te laisse la parole. En fait, je pense que ce bouquin, c'est surtout un tableau de bord en fait. C'est une espèce de journal en fait de mon exploration de l'horreur en fait et de mon propre folklore horrifique. Donc de toute façon, effectivement, on en apprend sans doute plus sur mes obsessions personnelles, sur mon univers personnel que sur la façon de créer la meilleure playlist de MP3 qui tue. C'est pas le but en fait. Ouais, c'est pas ça qu'il faut. En fait, je pense que effectivement, c'est intéressant de voir comme un outil. Je l'ai quand même conçu d'abord pour ça, mais je pense que c'est aussi, si tu veux, c'est un recueil de nouvelles, c'est une espèce de journal d'hallucinations personnelles. Oui, mais c'est un outil orienté. C'est-à-dire que exactement. Musique sombre pour jeu de rôle sombre, c'est pas un outil. Comment sonoriser vos parties de jeu de rôle. Non. C'est pas si vaste. De toute façon, c'est impossible à faire un tel outil, je pense. Là, c'est vraiment... là, si tu veux, là, malgré le tout petit focus que j'ai pris, il y a déjà matière. Et puis, si tu veux, j'aurais pu en écrire 5 comme ça. J'avais matière. Et donc, tout ça pour finir. Donc, je parlais de folklore parce qu'en fait, tu verras que c'est le point commun de tout ce que je fais. Mais oui, je vois en ça. En fait, je suis un folkloriste. Le folklore de Thomas Munier, c'est le sous-titre de Outsider. Donc et en fait, Outsider, qu'est-ce que ça veut dire en fait le folklore dans ton vocabulaire ? En fait, quand j'ai essayé, je me suis dit que je faisais beaucoup de choses différentes, du roman, des nouvelles, du jeu de rôle et tout, et toujours dans des genres très différents. Ouais. Sauf que en fait, j'ai quand même me suis rendu compte que le fil rouge de tout ça, c'est que c'était toujours une exploration de mon folklore personnel. D'accord. Okay. Et donc c'est des choses. C'est moins des histoires ou des choses linéaires que une exploration tout azimut de mon monde intérieur en fait. Ton monde intérieur. Voilà. Donc peut-être Aloïs. Aloïs, tu voulais ajouter quelque chose sur le métal, je crois. C'est marrant qu'on en revienne à parler de métal avec le jeu de rôle parce que c'est un genre qui a quand même profité de l'essor du jeu de rôle pour se développer. Dans les années 80, il y a beaucoup de gens qui se sont mis au métal à force de jouer à des parties d'Heroic Fantasy qui utilisaient notamment des accords plutôt épiques, je vais pas citer de groupes de cette époque-là, mais encore aujourd'hui, on a des choses comme Rhapsody, Summoning, etc., qui font de la musique épique qui se prête parfaitement à des trucs de C'est vrai que dans l'archétype qu'on avait du rôliste dans les années 80-90, on retrouve souvent le métalleux, effectivement. Tu as fait dire d'ailleurs à... Non, t'es pas d'accord, Thomas ? Je te vois... Je sais pas, c'est plutôt pas dans les années 80, mais j'ai jamais sorti métal. Souviens-toi quand on allait au Gobelet à Saint-Malo, un vieux magasin de jeux de rôle, quand même, Yann Fanch et Morgan de Lépine, c'était pas franchement des
c'est quand même des métalleux, quoi. Souviens-toi. Ça reste le cas, hein. Je me permets d'intervenir. Ça reste le cas. Enfin, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on trouve plus de métalleux rôlistes que de fans de hip-hop rôlistes. C'est une réalité voilà, concrète. On peut être les deux, hein. Oui, on peut être les deux. Je conçois, si tu veux. Mais moi, j'ai vu assez peu. Enfin, j'ai vu plein de gros chevelus avec des colliers, avec une étoile à 5 branches autour du cou, ou des croix. Et habillés en noir, des mecs qui viennent en jogging avec une casquette, si tu veux, alors que en théorie il y a rien qui l'empêche. Mais je trouve qu'il y a une culture commune. Quand tu lis un jeu comme Bloodlust Metal et qu'on te dit la BO par définition c'est Manowar, effectivement, c'est fait exprès. Hein. Effectivement, tu vois, ouais, mais ils auraient pu choisir aussi bien du NTM avec mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu. Alors, comment est-ce que ça fonctionnait, tu vois. Comment est-ce que vous expliquez ce mélange folklorique par rapport aux deux univers, les anges, les démons, les grandes quête épique, ça fait penser à la Bible, donc les satanistes. Il y a quelque chose de culturel. La culture geek, elle s'est beaucoup confondue avec une culture métal, et les rôlistes, c'est ceux qui vont faire aussi, qui vont lire du Moorcock et qui vont écouter potentiellement du métal. C'est pas systématique, mais il y a un mouvement général. Le métal, c'est un genre qui est très lié à l'imaginaire aussi. Il y a pas mal de genres il y a des genres de métal qui vont te parler d'histoires magnifiques, merveilleuses, etc. Il faudra vraiment faire un podcast sur métal et jeux de rôle. Il faudra le faire parce que c'est assez intéressant. Et c'est ce qui a fait malheureusement que à un moment donné on a cru que les rôlistes étaient des satanistes qui allaient piller des tombes à Carpentras. C'est tout aussi faux. C'est la faute des métalleux. Non, mais justement. C'est aussi faux que pour les uns que pour les autres. Donc voilà, c'est ça. C'est justement ces préjugés. C'est dingue quand même qu'on en arrive à ces préjugés-là. Donc ça veut dire qu'il y a bel et bien quand même une liaison même médiatique entre les deux. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est intéressant. On s'est un petit peu écarté du sujet. J'avais un autre truc à dire sur musique sombre pour jeu de rôle sombre. Ouais. C'est que moi, à ce que j'en entends dire, c'est que par rapport à la Bible du meneur de jeu, je troll direct en donnant le nom. C'est que il y a un vrai investissement. Enfin, il y a une vraie démarche personnelle dans ton livre, alors que finalement la Bible du meneur de jeu, je la trouve très aseptisée et très impersonnel. Mais c'est ce qu'il voulait faire. Il voulait faire quelque chose d'universel. Donc il dit pour tout le monde, dit pour personne peut-être. Voilà. C'est ça. Alors que là, il y a un parti pris qui est réel et qui rend la chose vachement plus intéressante à mon avis. C'est ce que je t'avais dit dans le podcast Avorté qui n'a jamais été diffusé. C'était un des premiers trucs. Et donc, ça répond parfaitement à la critique d'Alban, finalement. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, de toute façon, c'est hyper subjectif. D'ailleurs, je fais le tour des conventions avec avec une conférence qui s'appelle Musique sombre, où justement, je fais des écoutes musicales. Et ouais, effectivement. Mais c'est intéressant de le savoir. Des fois, j'ai des auditeurs qui font la grimace parce que, de toute façon, c'est très très connoté. En plus, à mon avis, l'appréciation d'un morceau de musique, il y a rien qui fait plus appel à la subjectivité. Tu peux prendre n'importe quel genre, n'importe quel morceau, t'auras la moitié des auditeurs qui détesteront, hein, donc. Et tant mieux. Si tout le monde aime, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Tout à fait. Bon, donc du coup, j'ai décidé, j'avais pas d'autre choix finalement que d'assumer cette subjectivité, quoi. Alors, ton deuxième projet ? Alors, mon deuxième projet... Rapidement, parce que mine de rien, le temps file et on a plein de choses à aborder. Après, on répondra à 2-3 questions, puis après on enchaînera sur les conventions. Donc là, j'ai sorti un livre par mois, donc ça fait 2 mois, deuxième livre, qui s'appelle La guerre en silence. C'est un roman. Il vient de sortir celui-là. Il vient de sortir, voilà. C'est un roman, alors là c'est pareil, c'est très folklorique, c'est un folklore urbain contemporain cette fois-ci. Donc grosso modo... le héros qui s'appelle Nathan est un employé en fait, un employé de bureau lambda complètement intégré dans une machine entrepreneuriale. Et donc il vit dans une société vraiment à la 1984, sauf qu'en fait c'est une autre société, c'est la société d'aujourd'hui. Ouais. C'est une espèce de roman cyberpunk contemporain, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a de dystopique et de tout ce qui écrase la personnalité et l'individu dans la science-fiction cyberpunk est présent dans ce bouquin, sauf que ça se passe aujourd'hui, quoi. Alors, ouais. Et pour finir avec la guerre en silence, en fait, le héros finit par se rebeller contre le système. En fait, on veut lui implanter un implant et il refuse ça. Et à partir de ça, il pète complètement un câble, hein, il faut bien le dire.
Et c'est un roman sur le doute et le mensonge. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il est tellement dans la parano, dans le complot, qu'il ne sait plus en fait s'il est victime d'un complot, s'il est lui-même comploteur, s'il a tort, s'il a raison. Il y a une femme qu'il aime, il ne sait pas s'il peut lui faire confiance, il ne sait plus à qui il peut faire confiance. Et plus ça va en fait, plus la fiction en fait commence à être ensevelie dans une espèce de bruit de fond, de folklore urbain dément, de kaléidoscope, de conspiration. Il y a de l'action, de l'espionnage, et surtout alors c'est très 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 personnel. Je pense que personne d'autre que moi n'aurait pu écrire ce bouquin. Voilà, je dis pas qu'il est bon ou mauvais, c'est que c'est très très personnel. Non, c'est une forêt, si tu veux, c'est une forêt d'immeubles, de métro et de béton. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve quand même une espèce de, comment dire, dans la gamme que tu proposes par rapport à Lulu, il y a une espèce de cohérence avec cette tranche noire, etc. Et les couvertures. Est-ce qu'il y a des musiques de jeux de rôle sombre pour musique sombre que tu conseilles pour la lecture de ton nouveau livre? Puisque ça présente ton folklore, on peut imaginer que tout est lié. Ouais, il y en a une, du coup, moi, je vous conseillerais grave d'écouter Perdition City de Ulver, qui est une espèce de bible électronique qui est absolument génial, quoi. Du jazz électronique complètement immersif. Aloïs, tu interviens, hein. Qu'est-ce que tu dis? C'est pas par rapport à la musique, c'est par rapport à une ligne qui, enfin, sur Ulule, la couverture, elle est toujours, enfin, elle est offerte en couleur. Et il choisit de les faire en noir et blanc. Et ça m'intéressait. D'accord. Alors, pourquoi noir et blanc? Tout est binaire, Voilà, c'est les couleurs d'Outsider, le blog est en noir et blanc et tout. C'est presque un clin d'œil à la sauce d'Hergé étrange, hein, dont je suis issu, qui est écrit blanc sur noir. Voilà, j'écris noir sur blanc, moi. D'accord, ok. D'accord, très bien. Et alors, je finis vite fait. Alors là, par contre, je fais du tease. Ouais, très rapidement. Là, il y a du Milvaux, là? Ouais, dans 2 mois, 2-3 mois. Hein. Bon, c'est du gros teaser parce que c'est pas fini de maquetter ni rien. Hein. Ça, mais bon, je sais que ça va sortir. Voilà, ce serait un mensonge de dire que ça sortira pas. Je vais sortir le livre source de Milvaux. Milvaux, c'est donc mon univers forestier post-apocalyptique pour le jeu de rôle sombre. Donc voilà, alors là pareil, on est encore dans le folklore, hein, donc on va vous proposer de faire avec le système de sombre, vous allez pouvoir faire du survival horrifique forestier et post-apocalyptique. Et donc voilà, vous aurez un bouquin pareil sur la forêt en noir et blanc. Et il y aura à peu près 200 pages de conseils déments pour vivre une exploration. Donc là, il y a un exemplaire devant nous. Moi, ce jeu, je l'ai vraiment adoré. À la cellule, on a eu un gros coup de cœur quand on l'a testé. Alors, vous pouvez retrouver le podcast One Shot dessus. C'est un des seuls one shot qu'on ait effectué pour lequel le jeu était pas vraiment terminé. Donc, il y a peut-être eu des changements entre temps, pas des masses, je crois, d'après ce que tu disais, Pika. Mais c'est un très bon jeu. Il y a pas des masses de changements déjà parce que le système est calé. Hein. Le système, c'est le jeu. En fait, c'est un univers pour le jeu de rôle sombre. Donc le jeu de rôle était déjà calé. Hein. Il tournait très très bien. Merci Johan pour tes milliards de playtests. Et donc voilà, l'univers s'est étoffé surtout en fait par rapport aux versions gratuites que vous pouvez déjà avoir sur Terres étranges de Milvaux. La nouvelle version que je vais sortir va comporter des conseils vraiment pour créer votre propre scénario de A à Z et surtout en m'inspirant un petit peu de ce qu'on voit dans les gammes de jeux de rôle indépendants, je vais vous expliquer comment fabriquer surtout votre propre Milvaux. En fait, moi je vous fournis les arbres et c'est vous qui construisez la forêt. Alors, j'ai une dernière question à te poser. C'est pourquoi avoir choisi l'indépendance finalement? Quelles sont les choses qui t'ont fait basculer, comme tu dis, du côté indépendance de la force? Est-ce que tu as suivi le principe de Poussou? C'est-à-dire, tu connais le principe de Poussou, Picard? Non, bah clairement. Le principe, c'est en gros, si un éditeur te propose d'éditer ton jeu, fais-le en indépendant. Parce que tu es sûr que ça va marcher, puisque l'éditeur s'intéresse à toi, donc a priori, c'est le principe de Poussou. Ah oui, si, scientifique. J'avais déjà entendu, c'est pas mal. Ouais, voilà. Alors, t'as respecté le principe de Poussou ou pas? Déjà. Alors, je vais pas rentrer en détail parce que si tu veux, je pourrais t'en parler. Ça pourrait tenir un podcast entier ou 2 ou 3. Hein. Oui, je pense. Rapidement. Pour faire simple, je pense surtout. Je pense que vraiment le truc qui me motive, c'est que là, avec l'auto-édition, je veux sortir quelque chose, ça sort tout de suite. Ouais. Bah, et là, je sors un livre par mois, et ça, c'est impossible à faire en édition traditionnelle. Ouais. D'accord. S'il y a des milliards de raisons pour lesquelles j'ai choisi l'auto-édition,
La première étant que je trouvais pas d'éditeur. T'as pas cherché. Pour faire ça. Attends, je t'arrête tout de suite. C'est pas que t'as pas trouvé, c'est que t'as pas cherché. T'as envoyé tes exemplaires à des... Alors concernant Milvaux, non, parce que déjà j'avais une démarche sur le long terme. Je voudrais t'arrêter tout de suite là-dessus parce que c'est très important. La plupart des gens, et notamment parmi nos auditeurs, peuvent penser et légitimement que les gens qui s'éditent en indépendant, c'est des gens qui s'auto-éditent parce qu'ils n'ont pas trouvé d'éditeur. Faux. La plupart des gens qui s'éditent en indépendant à l'heure actuelle, que ce soit des gens comme Fabien, des gens comme Fred, des gens comme toi ou des gens comme moi, ce ne sont pas des gens qui ont subi des refus d'éditeurs. Ce sont des gens qui ont tout de suite décidé d'être indépendants. Même si moi au départ, j'ai proposé mes jeux à des éditeurs. D'abord, les éditeurs étaient pas spécialement froids. Souvent, on me disait, des propositions pour sens très concrètes, et voilà, ou alors ils me disaient oui, il faudrait peut-être changer ça, mais en gros le projet quand même il tournait autour, ça les intéressait un peu. Donc il faut sortir tout de suite cette idée de la tête que l'indépendance c'est en gros le gars à qui on a fermé toutes les portes et qui le ferait tout seul. Non, l'indépendance c'est un choix éditorial. Là tu vois, tu signes un choix. Du coup, si tu permets, je vais développer effectivement, je vais reformuler ce que j'ai dit. De toute façon, il y aura un podcast entier sur l'indépendance très bientôt sur la cellule, je l'annonce. Juste rapidement, en fait, je pense que c'est pour moi en fait je reviens à ma première raison, c'est une raison de délai. Pour prendre l'exemple de Milvaux, parce que par contre, j'ai eu quand même des refus d'éditeurs pour d'autres choses, notamment mes romans. D'accord. Mais je pense tout simplement parce que je fais des choses trop personnelles. En tout cas pour l'édition traditionnelle, notamment en littérature. Bon, c'est un point de vue. Voilà. Pour Milvaux, je pense qu'il aurait pu être édité. Bon, j'aurais pu démarcher des éditeurs. Effectivement, je commence à connaître du monde, donc ça aurait, à mon avis, ça aurait. Milvaux, il serait sorti. Ça aurait pu se faire, mais à mon avis, il serait sorti à la louche dans 3 ans. Et moi, je voulais le sortir aujourd'hui. D'accord. Voilà. C'est ça. Non. Et là, voilà. Et pour moi, c'est une gourmandise, en fait. C'est une gourmandise de publier, quoi. D'accord. Bon. On s'arrête là pour tes actus Pika, qui sont nombreuses et ça nous fait très très plaisir vraiment merci que à tu la décides cellule de te lancer là-dedans. Cette petite tribune. Tous les retours et tout que tu fais sur Silent Drift, que tu feras sur Silent Drift dans la rubrique publication. T'as discuté avec Christophe pour avoir un forum dédié ou pas? Alors oui, j'ai eu de très bonnes discussions avec Christophe. Donc là sur Silent Drift, j'ai commencé à intervenir pour faire très concret. Je vais créer un topic. Un topic par semaine, tous les 15 jours, un topic tous les 15 jours sur Silent Drift. C'est vraiment quelque chose que je conçois comme des articles, c'est pas on va dire, c'est pas du forumage de base. Et notamment, on va pas travailler avec une rubrique d'auteur parce que Christophe a décidé de penser ça un peu différemment. Bon, je vais pas non plus parler à sa place, mais je vais surtout utiliser la rubrique publication et je vais expliquer ma vision de l'indépendance. Et je tease encore, mais en fait, je vais faire une série d'articles qui va s'appeler les 8-0. Et sur mon modèle, de l'indépendance. Okay. Mais en tout cas, tes retours, on les attend avec impatience sur Silent Drift de notre côté, ça c'est clair. Et puis on t'entendra encore sur la cellule pendant toute cette saison. Tu restes avec nous, Pika. Oui. Tu fais comme Manuel un peu. Je sais, il attend dans la salle d'attente. T'as fini ton scénar, Manuel, des 1000 marches là pour qu'on puisse le tester le mois prochain ou pas? Ouais, c'est vrai. Ouais, d'accord. Bon, c'est bien. Alors donc, je réponds rapidement parce que du coup on a pris beaucoup de temps et c'est bien pour Pika. Je réponds rapidement aux quelques questions qui nous ont été posées droite à gauche sur le blog. Alors premièrement, on m'a demandé si la cellule préférait qu'on poste des commentaires sur les podcasts plutôt sur Silent Drift ou plutôt sur le blog. Alors, pour la discussion, moi je vous invite vraiment à poster vos messages, vos commentaires. Si c'est pour discuter, si ça appelle à une discussion, les poster sur Silent Drift dans la rubrique de Sens Exalogie, tout simplement. Il y a un truc qui s'appelle le blog et podcast de la cellule. Venez les poster ici, il y aura de la discussion, c'est plus simple, le forum pour la discussion c'est toujours plus simple, voire même n'hésitez pas à ouvrir un nouveau topic. C'est pas parce que le forum s'appelle Sens Exalogie qu'il est entièrement consacré à Sens. En fait, techniquement, les forums sur Silent Drift sont consacrés à des projets d'auteurs. Donc en fait, techniquement, ce forum ne devrait pas s'appeler Sens Exalogie, il devrait s'appeler du nom de ma boîte d'édition. Et comme ma boîte d'édition s'appelle Romaric Briand, à cause d'une erreur, je vois Aloïs qui est mort de rire,
Pour anecdote, il faut savoir que lorsque je me suis inscrit sur les registres, je croyais qu'on me demandait mon nom, donc j'ai mis Romaric Brillant, alors que c'était le nom de mon entreprise qu'on me demandait. Donc du coup, mon entreprise s'appelle Romaric Brillant. On dirait un gros truc de mégalo, donc je savais pas. Voilà, tout le monde est mort de rire. Bon, bref, prenez les micros pour rire, parce que je me sens seul là. Voilà, je me sens un peu mégalo. Seul. Mais non, j'en ai pas fait exprès. Tu vois, voilà, c'est ça. Je vais avoir des droits à des mégalos. J'ai une question quand tu allais remplir ta fiche. À aucun moment tu t'es dit, mais où est-ce que je mets le nom de ma boîte? Mais en fait, c'était le premier. C'est la nana qui lui a demandé, il m'avait raconté. Le premier truc, c'était non et non. Je mets non quoi. Mon nom. J'ai pas pensé. Pour la postérité, alors elle devait s'appeler comment cette entreprise? La cellule. D'accord. Elle a raté. Bon, voilà. Donc n'hésitez pas à venir. On en fera une autre. Vos commentaires s'ils appellent de la discussion sur le forum Silent Drift, même quitte à ouvrir un sujet dédié sur le forum. N'hésitez pas, vous n'allez pas vous faire botter le train parce que ça n'a a priori aucun rapport avec ça. Si c'est un rapport avec la cellule, vous pouvez ouvrir votre nouveau post. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si par contre c'est un commentaire technique ou un commentaire du style j'aime pas, j'ai adoré, continuer, ce genre de choses, là du coup vous pouvez le poster sur le blog. L'idéal serait évidemment de poster vos commentaires en double, d'aller les poster sur Silent Drift pour ouvrir la discussion et sur le blog. C'est important les commentaires sur le blog. Pourquoi ? Parce que ça donne à la personne qui vient pour une nouvelle visite, s'il y a beaucoup de commentaires, il va se dire « Oh là mon Dieu, ça a l'air d'être suivi, donc c'est probablement intéressant. » Ça donne une bonne image directe, a priori, du blog lorsqu'il y a des commentaires. Donc n'hésitez pas à poster juste vous avez trouvé le thème intéressant, proposer des nouveaux thèmes, etc. Sur le blog. Ça, le blog s'y prête bien. Donc voilà, en fait, ça dépend de l'optique avec laquelle vous postez. Si c'est pour avoir une discussion, postez plutôt sur Silent Drift et sur le forum de Sens et donc la partie réservée à la cellule. Et si c'est plutôt pour des commentaires positifs, négatifs ou des j'aime pas, en gros, là, cette fois-ci, mettez-le plutôt sur le blog. Thomas, ça te semble logique comme démarche, ça va ? Ça te choque pas ? Non, ça me choque pas. Puis l'avantage, c'est que si vous passez par, si vous avez envie de vraiment discuter sur un thème, si vous passez par le forum de Sens, vous avez des chances de dériver sur le forum de Silent Drift et peut-être aborder d'autres thèmes que nous on n'a pas abordés. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le premier pas dans Silent Drift et c'est le pas qui coûte. Qui vous fait que vous en sortez plus. Voilà, vous êtes fait avoir. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant de poster sur Silent Drift aussi pour discuter, pour la discussion. D'autre part, sur Facebook, on en est où sur Facebook, Thomas ? Il y a des commentaires, il y a des retours. Alors sur Facebook, nous avons toujours pas atteint nos caps de 10 000 j'aime. 10 millions. 10 millions. Excuse-moi, c'est vrai qu'on a révélé les chiffres. Je pourrais te corriger tout de suite. Non, Facebook fonctionne bien. Il y a de plus en plus de posts. Donc là, c'est pareil, les commentaires, c'est plutôt du j'aime pas, poster des petits commentaires, mais mon cher Romaric, si tu veux savoir l'utilisation de Facebook de nos chers auditeurs, ils n'en profitent que dès qu'on poste une news sur Facebook, d'aller directement sur le site. Donc il y a peu de commentaires sur Facebook, mais je ne pense pas que c'est son utilité. Par contre, si on met un message sur Facebook qui n'est pas sur le blog, alors là, on a plein de commentaires. Donc allez-y, ceux-là vous pouvez les pourrir. Parce qu'en général, Facebook, on l'utilise pour diffuser des news. Ou des petits trucs, ou des coups de gueule, des coups de cœur, c'est toujours ce qui est fait. Hein. Alors à l'avenir, là, on a un nouveau projet d'émission également qui va poindre le bout de son nez. C'est une émission qui s'appelle Autour de nous. Donc c'est Flavie qui en est l'initiatrice. Donc Autour de nous, le but c'est de parler d'éléments qui concernent le jeu de rôle, mais sans forcément parler de jeu de rôle à l'intérieur. Donc ça va être par exemple, là on a les deux prochains sujets sur Autour de nous, on a par exemple le steampunk comme genre, comme style. Donc là, on va pas forcément parler de jeu de rôle dans ce thème-là, mais on va parler de ce que c'est comme style littéraire, comme type de littérature, comme type de fantasy, etc. Du coup, tu fais comme le fameux podcast Les Éclaireurs. Bah oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis. Ouais. Bah du coup, je t'invite à l'écouter. Bah ouais, je vais aller voir ce qu'ils font. Je prends note et je vais aller voir ce qu'ils font effectivement. Aloïs, tu voulais intervenir là-dessus ? Bah oui, c'était juste pour dire que c'est des sujets périphériques à notre activité, voilà, mais c'est ça le mot qui me manquait. Mais qui nous concerne quand même, parce qu'on est dans les cultures de l'imaginaire fondamentalement avec le jeu de rôle, donc tout ce qui en parle.
Donc voilà, et ça viendra se substituer à un autre podcast, mais pas forcément. Parfois, quelques mois, on fera un peu des deux, qui est donc le podcast Garage, qui à partir de maintenant, j'ai l'impression qu'on part sur. Donc on a fait une tentative, on en a publié 3 déjà, et jusqu'à maintenant, ça semble pas vraiment. Enfin. Il y a des points très positifs. C'est un des podcasts où on a eu le plus de retours positifs, mais aussi des retours assez. En fait, Thomas. Actuellement, sur le garage, sur ce qui a été fait, les retours qu'on a, c'est que c'est intéressant. On aborde de bons sujets, mais on répond pas à la demande. En fait, on ne fait qu'effleurer la partie technique, et que donc en gros les gens quand ils l'écoutent n'ont pas la réponse, en tout cas ne correspond pas à ce qu'ils attendent. Est-ce que les gens ont fait des demandes concrètes en commentaire? Alors oui, il y a des sur le forum, il y a des commentaires. Je peux t'en citer comme ça rapidement. Peut-on jouer de tout, par exemple? Peut-on jouer avec tout? Pourquoi avez-vous choisi telle idée des zombies nazis pin-up dans son jeu? C'est ça. En plus, oui, ça marcherait super bien. Non, tu parles des nazis parce que le gars qui posait la question peut-on jouer de tout ajoutait comme exemple justement est-ce qu'on peut. Ouais. Il y a Manuel. Lisez jouer avec l'histoire alors. Manuel qui nous a proposé comment écrire un scénario, par exemple. Donc ça, voilà, c'est un thème de podcast Garage à mon avis. Mais Manuel en même temps nous faisait, et c'est un de nos premiers critiques, Manuel sur le Garage nous disait, est-ce qu'il faut pas plus de structure, est-ce qu'il faut pas plus d'exemples, Manuel? Moi je pense qu'il faut plonger les mains dans le concret sur le Garage. Les mains dans le cambouis, comme on dit chez nous. Oui. Exactement. Donc aussi regarder ce qui se fait pour l'analyser, pour proposer en tout cas des réponses, si ce n'est des réponses, en tout cas montrer ce qui s'est déjà fait, voir les plus et les moins sur tel ou tel sujet, sur telle ou telle approche, que ce soit dans du jeu de rôle plus traditionnel ou des choses un peu plus borderline, mais oui, regardez les façons dont telle ou telle thématique est quelque chose de plus inventaire, quoi. C'est-à-dire qu'on va décortiquer, on va dire tiens, on fait un sujet sur les PEX, on va citer par exemple des jeux de rôle dans lesquels il y a des points d'expérience et expliquer comment dans chacun de ces jeux de rôle ça fonctionne et ensuite faire des commentaires, dire tiens dans tel jeu de rôle ça fonctionne comme ça, on en donne pour ça, donc la récompense favorise tel type de jeu, dans un autre ça fonctionne comme ci comme ça, donc ça et voilà, faire donner finalement de l'analyse de texte, de système et de mécanique. Bah oui, parce que si l'idée c'est que notamment les systèmes de jeu sont faits pour inciter à telle ou telle façon de jouer, regardons comment ont été générées ces façons de jouer, comment on a prévu tel système pour amener à telle façon de jouer. Quelqu'un qui veut créer son jeu, voilà. Je sais pas s'il a une bonne idée de la façon dont il veut résoudre ses problématiques, mais je pense qu'il a une bonne idée de ce qu'il veut faire jouer. Et du coup, savoir ce qui s'est fait à droite à gauche, parce que peut-être il lui a manqué quelques références, ça peut lui donner les outils concrets. Nous on n'était pas parti, enfin moi en tout cas, sur ce projet, j'étais pas parti là-dessus. J'étais parti sur le petit gars qui vient avec un projet de jeu, qui vient nous le présenter, et nous on essaye de l'aider en faisant du brainstorming. Et bien ça, sûr. C'est le côté brainstorming. Et je sais qu'il y a des auditeurs qui y sont attachés. Emmanuel en parlait en préparation de ce podcast. Toi par exemple, t'aimes bien cet aspect dans le Garage? Brainstorming. Après, si on s'adresse à quelqu'un qui effectivement a un blocage sur un point précis, d'accord, apporter une réponse. Mais je pense qu'on s'adresse aussi à des gens qui vont vouloir puiser des idées qui traînent dans l'air. Et pour moi, ça c'est très important. Des gens qui n'ont pas encore d'idées de jeu de rôle et que ce brainstorming va envie. Qui vont donner l'envie, effectivement, de se lancer. Moi j'avais compris que ça s'adressait quand même à quelqu'un qui voulait faire un jeu de rôle et qui savait pas trop comment s'y prendre. Alors, Thomas. Alors, au départ, l'idée c'est effectivement c'est Thomas qui a eu. Moi l'idée est venue, c'est que je crée mon jeu et que je me dis tiens, j'ai telle problématique. Donc je vais me renseigner sur comment font les autres. Ah OK, j'ai telle astuce. Et donc je me dis c'est bien tous les questionnements que j'ai faits, au lieu de les garder pour moi, autant les donner aux gens. Et c'est exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire aller voir comment font les autres et voir comment ils résolvent la même problématique. D'accord. L'autre chose aussi, c'est sortir. Attention Thomas, t'es dans ton micro là. L'autre chose, c'est je voulais sortir des carcans, des jeux de rôle classiques. C'est-à-dire que pour beaucoup, le jeu de rôle, c'est d'une certaine façon, c'est comme ça. Et là, ce que je leur propose, c'est de dire réfléchissez à voir si on pourrait pas faire du jeu de rôle autrement. Et donc des idées que nous on n'a pas eues, peut-être que d'autres en ont. C'est obligatoire. Moi, je suis pas loin d'être persuadé qu'un certain nombre de jeux commerciaux ont des petits mécanismes sur tel ou tel sujet qui sont intéressants à reprendre
pas nécessairement, tout le jeu est pas nécessairement intéressant, mais certains éléments spécifiquement peuvent avoir leur valeur en soi dans telle ou telle intention. Finalement, j'ai l'impression que les gens qui nous reprochent notre manque de rigueur et d'organisation, ce qu'on a eu, alors on arrête tout de suite, hein, on a eu énormément de retours positifs sur cette émission. Il y a une vraie demande sur cette émission. Maintenant, bon, je prends que les aspects négatifs parce que c'est ceux qui vont nous permettre de progresser. Les gens qui demandent plus de rigueur et davantage de construction, ce sont peut-être des gens comme Manuel qui demandent plus d'expérience de jeu concret pour parler. Mais les one-shots répondent un peu à ça déjà. Mais oui, moi aussi, il me semblait que c'était un peu le but, mais bon. Oui, mais c'est pas la même intention, si tu veux. Dans le one-shot, on décortique un jeu. On dit, voilà comment est fait le jeu, pourquoi ils ont fait ça. Dans le garage, on donne une situation, voilà des réponses. Non, mais on va vraiment réfléchir. C'est pour ça qu'on va lancer ce autour de nous, là. On a des podcasts en réserve. On va les lancer. On va prendre le temps, le recul de réfléchir à cette émission du garage. Pika, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, en fait, je pense, à mon avis, t'as tout intérêt pour le garage à réduire ton focus, parce que là on a tout intérêt. Ouais. Toi aussi, tu participeras au garage, Pika. Ah, super. Parce que là, par exemple, t'as fait un podcast sur l'univers, sur le système. T'as pris des sujets énormes. Bien sûr. Et c'était le but aussi. Mais à chaque fois dans l'article que j'ai écrit, je précisais bien, attention, ce ne sont pas les dernières fois qu'on parle de ces thèmes-là. J'ai dit à chaque fois. Et donc, pour moi, t'as tout intérêt. Là, t'as posé les bases avec ces 3 podcasts. Maintenant, il faut que tu t'attaques à des focus étroits, à vraiment une problématique. Et ça peut être pas mal, effectivement, d'articuler à la fois un brainstorming autour d'une question. Tu vois, je vais prendre un exemple pour que ce soit plus concret. Je voyais Emmanuel avait mis sur Silent Drift, t'avais un projet de jeu et t'avais une problème. En fait, tu nous parlais même pas de ton univers ni les mécaniques étaient. C'est peut-être pas cet Emmanuel. Lost Highway. Et toi, tu partais avec grosso modo, tu présentais une intention. Je vais te laisser développer toi-même. Tu présentais une intention et t'essayais de récolter les avis sur comment gérer cette intention à la fois en termes de système et d'univers. Donc là, par exemple, tu vois, c'est un sujet super intéressant. Comment d'une intention tu peux fournir un jeu de rôle, surtout que j'ai tendance à penser que un bon jeu de rôle, c'est un jeu de rôle qui définit clairement son intention. Voilà. Ce qu'on appelle le propos. Il faut, pour moi, il faut des sujets comme ça, l'intention ou le genre, comment émuler un genre particulier. Par exemple, je veux faire un jeu de rôle où les arts martiaux permettent de triompher du mal et de gagner l'amour de ses proches. Comment je le fais en termes de qu'est-ce qui existe déjà, comment en Chine le règle, comment d'autres jeux avec les arts martiaux le règle et tout. Donc tu peux à partir d'une situation hyper particulière traiter d'un sujet bien délimité, en même temps fournir du brainstorming, fournir des exemples de jeux déjà édités. Et si Emmanuel est d'accord, si elle pouvait expliquer justement quelle était sa question, et tu vois, ça par exemple, ça aurait été un bon départ de podcast. Emmanuel. Alors, moi, on n'a peut-être pas énormément de temps non plus, puis mes projets à moi sont pas spécialement très aboutis, donc pas forcément très intéressants. Donc, la première chose justement, que je pour le dire, garage, on veut des projets qui soient pas aboutis. Donc, si, justement, là, en l'occurrence, c'est ceux qui nous intéressent. Mais là, ça ouvrait vachement de portes. Alors déjà, la première chose, c'est que moi, c'est un peu particulier parce que le contexte en lui-même est déjà écrit, puisque c'est un roman qui est quasiment terminé. Donc déjà, j'avais pas de questions là-dessus. Si tu veux, l'univers en lui-même, j'avais aucune question là-dessus. Moi, j'avais plus des questions sur comment le traduire en termes de jeu pour montrer ce que je voulais montrer. Et alors, ce que j'ai remarqué, je m'y attendais un petit peu puisque je commence à voir un peu comment fonctionne Silent Drift, mais la plupart des réponses et surtout l'urgence qu'on m'a communiquée, c'est va voir tel jeu parce qu'il montre ça, va voir tel jeu parce qu'il montre ça, va voir tel jeu parce qu'il montre ça. Alors, il y a Manu qui dit, qui fait un signe d'évidence, genre c'est exactement ce que je suis en train de dire. Oui, mais moi, quand j'aurais besoin d'aller voir ces jeux-là, alors déjà, je vais les jouer. Mais surtout, je vais aller voir les one-shots parce que dans ce cas-là, il faut pas juste que je regarde le jeu sous l'angle du problème qui m'intéresse. Il faut que je vois l'ensemble du jeu. Moi, j'ai l'impression quand même que quand on dit ça, par exemple sur Silent Drift, moi, c'est le genre de réponse qui a tendance à me décourager. Sur Silent Drift, quand j'étais jeune créateur et que Christophe, souvent, il y avait que Christophe qui balançait à cette époque-là, il balançait des trucs avec un nombre de liens considérable. Il disait va voir ça, voir ça, voir ça. Genre tout est en anglais déjà pour commencer. Tu as le truc, il est sympa le mec. Et tu parles à un français. Et déjà bon voilà, super dur. Ça avait tendance à me décourager. Est-ce que le but du garage, ce serait pas justement de permettre
à des gens d'être moins découragés en se disant voilà, là j'ai une émission d'1 heure, 1h30, 2 heures qui parle de ça et voilà. Manuel. Et puis surtout, plutôt que de dire va voir ça, on explique comment ça fonctionne sur telle ou telle mécanique bien spécifique, ce qui est pas la même chose que dire va voir ça, c'est intéressant, et du coup il faut que tu le lises, que tu l'essayes, que tu y joues. Là on te dit sur cet élément-là particulièrement c'est intéressant. Typiquement, enfin il y a des tas de sujets en plus pour le garage. L'adaptation d'une fiction en jeu de rôle, en soi, ce qu'on garde pas, est-ce qu'on fait jouer les personnages principaux de l'histoire, enfin, c'est une vraie complexité qui s'est souvent posée. Par exemple, une fiction comme Star Wars, quoi. Voilà. Un canon esthétique d'une série. Partir d'une fiction déjà existante et en faire un jeu de rôle, en soi, c'est une problématique. Oui, non mais carrément. Alors moi, il y a un truc qui m'a paru très important aussi. C'est vrai que tu dis Christophe, il m'a dit un truc justement sur ce sujet-là. Il m'a dit, plante-toi. C'est très important. Ouais. Tu tentes ton truc. Nous, on te dit que ça va foirer, mais fais-le quand même. C'est ça. Et je pense que justement l'intérêt d'un garage, ça peut être aussi donc vous expliquer quand vous êtes planté, mais pour le ressenti, pour expliquer du ressenti. J'ai peur qu'avec ce que propose Manuel, on ait quelque chose de très cadré, de très conférence, de très académique, alors que finalement, on a besoin de ressenti, d'échecs, de. Pika. Du coup, parce que en fait, j'ai pas réussi à expliquer ce que je voulais dire. Je vais reprendre l'exemple d'Emmanuel pour faire vraiment simple. Il me semble que le cœur de ta question sur Silent Drift, c'était, excuse-moi si je me trompe, je veux faire un jeu de rôle en fait où la corruption grosso modo gangrène le monde, et en fait on va jouer des personnages qui doivent à la fois qui doivent essayer de se battre contre la corruption, sachant que ça va être très dur et il y a de chances énormes qu'ils échouent. Et en fait il me semble que la question que tu posais, c'était comment en termes de système je traduis la lutte du personnage contre la corruption, comment il peut faire pour gagner du pouvoir sans pourrir les gens qui l'entourent et tout. Et là, par exemple, tu vois, on aurait fait un podcast, on aurait pu te citer, pas forcément te dire va lire tel bouquin, mais on aurait pu te dire, par exemple, dans COPS, il y a un système, dans COPS, il y a telle partie du système qui t'explique qu'une enquête va pas aboutir parce que telle chose. T'es pas obligé de lire le bouquin, mais si déjà on te décrypte la mécanique et tout, te dire ce qui existe, ce qui peut exister à Hollywood. Attention, Pika, il faut pas que le garage se substitue au jeu. C'est pas parce que tu vois, j'ai peur aussi qu'il y ait des gens qui se disent c'est bon sur l'Apex, dans le garage j'ai entendu Thomas dire que c'était comme ça. Ouais. Tu vois, notre analyse, elle est encore une fois, comme disait Thomas au début, ce ne sont que des conseils et ça vient de nous. Mais t'as déjà conseillé dans le premier podcast de jouer à des jeux. Après, faut que tu dises des choses concrètes aussi à un moment. Ouais. C'est compliqué, hein. Manu. Et puis quand on est dans une démarche d'inventaire, on dit pas ça c'est la bonne solution. On présente différentes réponses qui ont été apportées à une problématique assez proche en relevant des avantages et des inconvénients. Par contre, il y a forcément un moment donné où on sera obligé de juger, où on dira tiens, sur tel thème, là il me semble qu'il y a une solution qui est pertinente. Ça dépend de l'approche qu'on privilégie. Ouais, pas forcément du Pika. Emmanuel. Ouais, j'en reviens un peu à mon argument du début. Est-ce que le garage c'est vraiment destiné à quelqu'un comme moi qui a déjà un univers tracé, qui a une envie très précise et qui voudrait exprimer cette envie très précise, ou est-ce que c'est pas aussi pour quelque chose de plus large? C'est le but du garage. Pour moi, le garage, c'est que les gens qui ont un jeu en cours mais qui n'arrivent pas à le faire parce qu'ils sont bloqués, le garage doit être une réponse. Et les gens qui se disent j'ai une envie de faire un jeu, mais non, c'est pas possible. Moi, j'ai pas cette possibilité-là. Leur dire si, tu peux. Genre le principe, j'ai un truc dans mon tiroir, je veux pas le sortir, mais en fin de compte, il faut que tu le montres et que tu le développes. Oui, mais il y aura autant de problèmes précis, différents que de gens qui créent leur jeu de rôle à l'instant T. Donc vous pourrez jamais tous les balayer. Mais c'est pour ça que le garage est parti pour durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça pose pas de problème. Ça, c'est super. On a une émission qui est quasiment. Enfin, c'est quasiment le jeu de rôle, quoi. C'est la création de jeu de rôle. C'est sur deux auteurs qui font du jeu de rôle, ils n'ont pas les mêmes problèmes. Pas envie de faire quelque chose. Voilà. Alors, je vais reprendre effectivement l'exemple que tu as cité tout à l'heure et dont on a parlé un petit peu avant l'enregistrement de ce podcast, qui est dans l'idée de travailler à un point précis, la progression du personnage et notamment la question de point d'expérience avec la question qu'on peut se poser en tant que créateur de jeu. Est-ce que je veux qu'il ait des points d'expérience ou pas? Est-ce que je veux
comment je veux que les personnages progressent d'une partie à l'autre, parce que c'est quelque chose qui est pas forcément très présent dans le jeu de rôle indépendant, mais qui est une réalité quand même historiquement dans le jeu de rôle, l'idée que mon personnage il devait évoluer d'une partie à l'autre, et comment ça a été traité dans différents jeux avec ce que ça apporte concrètement. Je dis pas qu'on te donnera clé en main la réponse à toi, ta problématique, mais on te dit comment les autres y ont répondu. Ça ne peut pas se substituer. Et déjà, ça ouvre des réflexions en disant, ah ouais. C'est pour alors, ça j'aime bien, ça j'aime pas, mais j'aime pas parce que ça. Donc du coup, je vais faire différemment et tu peux apporter une nouvelle réponse, ta propre réponse, mais moi, j'ai fait un peu d'études artistiques et souvent on dit si tu crées ex nihilo, t'es quand même facilement condamné à reproduire des choses qui ont déjà été faites. C'est bien de savoir déjà ce qui a été fait un petit peu avant parce que on s'appuie là-dessus naturellement, quoi. On s'appuie aussi pour créer son propre chemin. C'est là qu'on s'aperçoit quand même, quand on y réfléchit, que créer du jeu de rôle, c'est quand même un putain de boulot de ouf. Parce que il faut analyser, il faut jouer au jeu. C'est ça qui compte, c'est que et d'ailleurs, ce qui est énorme, c'est que c'est pas forcément en jouant à des jeux d'horreur que tu vas te débloquer sur ton jeu d'horreur, parce que tu vas avoir un jeu qui n'a rien à voir avec l'horreur, qui va te proposer une dynamique qui va te paraître énorme, et c'est celle-là qui va te débloquer sur ton jeu d'horreur. C'est-à-dire que ce qui est incroyable, c'est qu'en plus il y a même pas un style où tu dis là lis tous les jeux d'horreur et comme ça joue à tous les jeux d'horreur et comme ça non, même pas. C'est-à-dire que tous les styles peuvent t'aider dans certaines dynamiques. C'est monumental, Pika. C'est monumental, Picard. Je reviens à l'expérience de la table et à faire jouer des tas de jeux, tout ça, c'est super intéressant. Mais je pense que effectivement lire ou écouter sous forme de podcast des interventions sur le game design, ça t'apporte autre chose, parce que c'est quelque chose qui va faire tomber tes préjugés. Tu vas entendre parler des gens qui ont une vision du jeu de rôle qui va être différente, et par exemple, tu vas peut-être découvrir que écrire un système de jeu de rôle n'implique pas forcément que t'aies 30 pages sur le combat, parce qu'en fait, tu te rends compte que je pense que par exemple il y a des entre guillemets des auteurs inexpérimentés qui pourraient écrire un jeu de rôle, je sais pas, par exemple de comédie romantique avec 30 pages de règles sur le combat et aucune caractéristique qui te permette de gérer tes sentiments. Tu vois. On entre à fond dans le but de Thomas. Et effectivement, c'est l'objectif. Tu vas peut-être découvrir que effectivement il n'est pas obligatoire d'avoir un MJ ou un seul MJ, qu'il n'est pas obligatoire. Les gens d'expliquer que dans un jeu comme Ars Magica, tu contrôles plus d'un personnage, t'en contrôles plusieurs et tout, et ça va te permettre de faire des découvertes inattendues et de faire tomber tes préjugés sur le jeu de rôle, tout simplement parce que il y a des gens qui auront un avis différent de toi et qui auront une culture du jeu de rôle différente et qui vont t'apporter des choses que tu connaissais pas, quoi. C'est pour ça que tu vas dire en fait pour mon jeu de rôle, je suis pas obligé de faire ces putains de 30 pages de système de combat. Emmanuel, tu vois. Ouais, après, je pense que là, pour ça, c'est très clair. La cellule réussit bien à ça, le garage réussit bien à ça. Je pense que le problème vient vraiment pas de là. Effectivement, on voit que c'est l'objectif, et même dans les 3 premiers podcasts du garage, on sent bien. Le but était aussi manuel. Et réciproquement, pour des gens qui sont plutôt habitués à des systèmes alternatifs, puisque c'est comme ça qu'on les appelle souvent, il n'est pas nécessairement inopportun de dire que dans tel ou tel jeu sorti en gros volume dans le commerce, il y a une idée spécifiquement dans le système pour tel ou tel sujet qui est vraiment intéressante en soi et qui amène de la réflexion. Je pense que de toute façon, la réponse est dans le savant mélange des deux. C'est-à-dire qu'il faut du brainstorming, comme l'aime Emmanuel. Il faut un inventaire, comme tu le proposes Manu, c'est clair, un côté encyclopédie. Tiens, voilà ce qui s'est fait, etc. Je pense qu'il faut vraiment les deux. Il y a les deux à faire. Et bon, dans tous les cas, l'objectif, il est clair, c'est de sortir les gens de leurs propres clichés, qui sont pas forcément les nôtres. On a tous des manières de jouer différentes et on croit tous que le jeu de rôle c'est comme on joue nous dans notre coin, et ça c'est pas vrai. Et donc c'est à ça aussi à mon avis que le garage c'est cette idée-là que le garage est voué à faire exploser. Oui, en revanche, je pense que vous me direz, vous qui êtes des créateurs de jeux de rôle, des vrais, on a tendance à créer ce qu'on aime jouer, donc on a tendance quand même à rester un peu dans son carcan, non? Écoute, à la cellule, étant donné qu'on essaye de tester vraiment un maximum de jeux,
je pense qu'à un moment donné, notre carcan, il a vraiment explosé, quoi. Moi, il a commencé à exploser le jour où il y a quelqu'un qui m'a dit, non, mais le jeu de rôle sans MJ, c'est possible. Et je te jure, on peut trouver des traces sur Silent Drift de paroles, de discours sur le forum où je dis, non, c'est impossible. Ça existe pas. Tu vois ce que je veux dire? Et le jour-là, déjà, déjà, on s'est pris tous une sacrée claque dans la gueule. Et puis maintenant, viennent les autres claques. Hein, Et si tu devais faire Sens maintenant, tu le ferais sans MJ? Non. Sens, c'est vraiment il peut pas se passer du maître de jeu. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai essayé de défendre que le MJ était indispensable. C'est parce que je me suis aperçu que mon jeu de rôle, il voulait parler de ça. Alors je me suis dit, mais alors du coup, c'était horrible, c'était affreux. Je me suis fait déposséder de mon propos, c'était horrible. C'était une phase horrible. On voit que ça, c'était horrible, hein. Mais en fait, bouquins, bientôt 3. Ouais. Mais en fait, c'était pas mal. Allez, on va passer à notre dernière partie de ce podcast. C'est nos retours sur les différentes conventions. Donc il y a déjà une question de Spider Jérusalem qui nous demande, je ne sais plus si c'est sur le blog ou sur le forum. Un pseudonyme de choix. Qui nous demande pourquoi. C'est quoi Spider? C'est une référence à une bande dessinée absolument admirable. D'accord, ok. Eh bien, il nous demande quelles sont les prochaines conventions auxquelles on va participer. Alors là, j'ai envie de dire qu'il y a des choses qui sont déjà derrière nous. On a été aux Utopiales. Avant, on était à Octogone. On va refaire un retour sur ces conventions. Dans le futur, pour te répondre, Spider, moi, je serai à Auteur Contest, qui est une nouvelle convention, un nouveau festival de jeux de rôle qui aura lieu à Rouen. Ce sera le week-end du 10 décembre, quelque chose comme ça, autour du 10 décembre, où le but, c'est de proposer... Qu'est-ce qui se passe ? Thomas qui fait le champion de boxe. Où le but, c'est de proposer des scénarios, en fait, et un espèce de concours de scénario. Alors là-dessus, on est pour, on est contre le principe du concours de scénario, mais en tout cas, moi j'y serai parmi les membres du jury. Donc ça, Auteur Contest, ce sera en décembre. Renseignez-vous sur Internet, c'est une convention rouennaise. Après, il faudra aller voir côté Eclipse, je pense. C'est ce que j'allais dire. Parce que nous, sinon, là, c'est bon. C'est l'indispensable, quoi. Ouais, voilà. Eclipse, c'est sûr, on y sera. C'est celle qui est la plus proche de chez nous, donc on y sera à coup sûr. Toi aussi, Picat, y sera. Manuel y sera, je pense aussi, comme tous les ans. Je suis rennais, j'ai pas d'excuses. Voilà, c'est ça. C'est la plus proche et c'est la meilleure aussi, il faudra skier. Eclipse, c'est une grosse... Non, il y a les Utopiales. Gros dossier sur Eclipse. Alors justement, on va revenir sur les conventions qu'on a d'ores et déjà faites. Les Utopiales. Alors on va commencer par Octogone peut-être, puisque c'est celle qui... Octogone, tu y étais toi, Loïs ? Non, j'étais à une autre convention à Nantes. D'accord. Parce qu'il y a eu deux conventions en même temps. C'était pas une convention de jeu de rôle, on y était tous les deux avec Manu et ça parlait plutôt de tatouage, donc c'est pour ça que ce soit le propos si tu veux. Ok, rien à voir donc. Octogone, c'était vraiment très 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 bien, très fatigant. Moi, je pense que je n'y retournerai pas. C'est trop cher. C'est trop cher. En termes de stand, alors je sais plus exactement combien ils demandent pour les stands, mais c'est autour de 300, 400 €. C'est très cher. T'as pas vu les Utopiales? Ouais, non, c'est quoi? C'est entre 600 750 € cette année. Ouais, on en reparlera. Mais voilà, donc ça déjà c'est très cher. Alors après on peut venir maîtriser des parties, etc. C'est possible, mais voilà. Il y a beaucoup de monde, ça c'est super pour ça, et c'est là aussi qu'on peut rencontrer. C'est assez central finalement, parce que Lyon c'est le petit Paris quoi. Il y a tout le monde là-bas. Donc c'est vraiment intéressant pour rencontrer. C'est assez facile d'accès en train. Ouais. Donc oui, il y a pas mal de monde à Lyon. Moi je vous le conseille, Picard, pour faire la promotion mais moi je le ferai pas tous les ans. C'est cher. 300 € le stand, non, mais ça part tout seul. Ouais, mais attention, les tables de jeux de rôle, après tu peux te présenter en tant que master, t'y prendre suffisamment à l'avance pour être sur l'affiche en tant qu'invité, etc. T'as pas forcément besoin d'un stand. Ouais, mais en temps de décroissant, je ferai pas le trajet jusqu'à Lyon depuis la Bretagne. Ouais, c'est trop loin. Je fais que les conventions en Bretagne. Moi, j'ai trouvé ça vraiment plutôt, c'est une convention assez fatigante, assez bruyante, tout le monde est dans une seule pièce. Alors c'est convivial, c'est-à-dire que ça a le défaut de ses qualités, entre guillemets, c'est que
Et donc du coup, mais l'organisation est excellente. À part ça, enfin, tu vois, ça a permis de voir des gens auxquels on fait coucou, genre voilà, Adrien et Shadow. Ouais, voilà, par exemple, tout simplement. Ça, c'est cool de revoir des gens, par exemple, tu vois, qui sont tout simplement de la région marseillaise, voire des Suisses qui descendent. Moi, j'ai pu revoir Christophe aussi là-bas. Voilà, ça c'est super. Pour les Bretons que nous sommes, aller à Octogone, c'est génial parce que ça nous fait une ouverture énorme sur tout un nouveau public. Parce que nous, on est au bout du monde. Mais c'est vieux monde. Ouais, au bout du vieux monde. Mais bon, par contre, du coup, c'est coûteux, c'est fatigant. Les podcasts qu'on a enregistrés là-bas étaient enregistrés en pleine foule. Il y a du bruit, c'est bruyant. Il y en a un déjà qui a été diffusé, celui sur Dissident. Voilà, c'est au niveau du confort, c'est pas le top. Après, c'est une super convention et c'est quasiment de l'incontournable. C'est quasiment aussi important que Paris, je pense. Alors les Utopiales maintenant. Alors là, par contre, celle-là, on la fera tous les ans à partir de maintenant. Ça, c'est clair. C'était notre première année. Alors là, on est plus nombreux déjà y avoir participé, y être allé. Emmanuel, Aloïs, vous faisiez partie des organisateurs. On va faire un petit point, un petit retour le micro sur comme ça, ce sera plus simple. Ouais, carrément. Alors, ouais, moi j'étais plus organisation du jeu de rôle de pôle façon ludique. générale, pôle ludique. Aloïs a été spécifiquement organisateur de notamment la table ronde sur laquelle vous êtes intervenu. Ouais, ça c'était génial. Merci. Ça c'était vraiment génial. Ça fait toujours plaisir d'avoir des bons retours de toute façon. Ouais. Alors, les retours globalement de cette table ronde. Alors, il faut d'abord présenter un peu les Utopiales à nos éditeurs. On l'a déjà fait dans un podcast précédent. Voilà. Mais pour rappeler, c'est un festival international de science-fiction qui avait sa 13e édition cette année à Nantes. Ouais. C'est toujours autour du week-end du 11 novembre. Si je crois qu'il y a 2 ans, c'était un peu plus loin, genre 2 semaines avant, mais voilà. Cette année a été un peu spéciale parce qu'on n'avait pas accès aux mêmes salles que d'habitude. Habituellement, les Utopiales, c'est rez-de-chaussée, premier étage et la salle de projection au sous-sol. Ouais. Cette année, on n'a eu que le rez-de-chaussée et le sous-sol qui a été élargi pour le coup. Enfin, ils ont ouvert des salles qu'on n'avait pas habituellement. Ce qui nous a pas empêché d'accueillir plus de monde, du coup, même si la structure a changé. L'année précédente, on avait fait jouer 500 personnes. Je crois que cette année, on est sur du 700, pas loin de 750. 750, ouais, il me semble avoir C'était ce chiffre-là. énorme. La salle en bas pour le pôle ludique, c'était vraiment génial. Donc, en plus, elle était plus basse de plafond, ça résonnait moins. On a été plus tranquille que les années précédentes, faut le reconnaître. Donc les Utopiales, c'est principalement de la science-fiction, mais c'est donc pour la littérature, mais c'est aussi beaucoup de science. Le jeu de rôle n'est pas le premier intérêt des Utopiales. Absolument. Et ça c'est l'aspect le plus intéressant des Utopiales, c'est que c'est finalement un cross-over entre la science et la littérature scientifique. Et voilà, c'est un peu ça parce qu'on a aussi. Parlez pas en dehors des micros là. Picatoulou a dit entre la science et la fiction. On est vraiment là-dedans parce que sur toutes les tables rondes, il y en a les 2/3 qui sont à propos de science, de mémoire, quelque chose comme ça, ou qui traitent de quelque chose. Alors, qui essayent de croiser les tables rondes purement science et les intervenants purement scientifiques c'est pas la même proportion, mais c'est science en rapport avec quelque chose, littérature, et cette année, donc, on a eu 2 conférences en rapport avec le jeu. Il y a eu la nôtre, donc sur la place du héros dans le jeu de rôle et la littérature. Et celle sur le GN le dimanche soir, donc il y a eu un peu moins de public. Parce que c'était la fermeture des Utopiales, il y avait le cosplay en même temps, parce qu'il y a un pôle asiatique depuis quelques années. J'ajouterais qu'il y a aussi plusieurs conférences sur le jeu vidéo. Oui, qui parlent notamment game design et qui sont pas inintéressantes pour des créateurs de jeux de rôle. Carrément pas. Voilà. Il y a des concours qui ont lieu aussi sur place. Pas sur place. Ça qui est énorme, ça rassemble tout le monde. Il y a eu un concours de scénario cette année, comme tous les ans. Je crois que l'année dernière, il y avait eu un concours de création de jeux vidéo. Cette année, il y avait une Global Game Jam aussi, puisque c'est ça. Alors, elle était installée à la cantine numérique nantaise. Mais il y avait cette année aussi une Global Game Jam et les jeux sont disponibles. Alors, faut aller chercher un peu, mais les jeux sont disponibles sur le site puisque c'est un événement qui fait partie d'une série d'événements au niveau mondial de concours de création de jeux en
en 48 heures, très orienté jeu vidéo, mais petit à petit, il se fait de plus en plus de jeux, notamment qui tournent autour du jeu de plateau, même si ça reste majoritairement jeu vidéo, sachant que c'est jeux vidéo tout médium. Donc il y a autant de jeux qui sont créés pour console, pour borne d'arcade, que pour mobile, tout simplement. Mais ça, Manuel, je tiens tout de suite à te rassurer là-dessus, c'est que à la cellule, on a parfaitement confiance. On a parfaitement conscience que le jeu vidéo peut apporter, en termes de game design, énormément au jeu de rôle, et vice versa. C'est marrant, quand j'avais dit ça à l'époque, on m'a regardé bizarrement. Et le vice versa, il est pas gagné. C'est-à-dire qu'autant les rôlistes vont puiser dans le game design du jeu vidéo énormément de choses pour eux, autant quand t'en parles aux gens de l'industrie du jeu vidéo, que tu dis attention, le jeu de rôle peut être un think tank pour vous, ils vous regardent de haut et ils vous disent ah non, mais nous, quand sur un CV on voit rôliste ou ce genre de truc, pour nous, dans le jeu vidéo, s'il met game design, jeu de rôle, machin truc, ça n'a aucune pertinence. Ça n'a aucune pertinence. Des gens qui ont envoyé des CV dans le jeu vidéo, 2 personnes me l'ont dit déjà. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une passerelle là, à mon avis, à ouvrir, qui n'a pas encore été faite. Et donc fais-nous confiance, Manuel, pour enfoncer les portes. C'est parce que le jeu de rôle est encore considéré comme un marché de niche, je pense. Mais non, moi je pense pas. Je pense que les gens dans le jeu vidéo jugent que c'est pas le même... les mêmes exigences techniques, et que du coup on peut pas faire du game les théories de game design de jeux de rôle n'ont pas la même pertinence. Je pense que ça a dû changer parce qu'il y a eu quand même pas mal de jeux vidéo qui ont été créés à partir de jeux de rôle. Je prends comme exemple les jeux de rôle comme Donjons et Dragons. Oui. Qui prennent le système. Ils ont fait des jeux vampires avec le système White Wolf. Effectivement, peut-être que ça a changé. Mais les infos que j'ai là-dessus datent de 5-6 ans, donc c'est vrai que c'est vieux. Il y a un jeu mais attendez les gars, dire qu'il y a des jeux vidéo qui font du jeu de rôle et qui s'inspirent du jeu de rôle, on est tous d'accord. Maintenant que l'industrie du jeu vidéo porte un regard sur les rôlistes, ça c'est moins sûr. Je pense que eux, du haut de leurs statistiques incroyables de premières références culturelles, ils s'en foutent complètement de nous en fait. Alors que si ils ouvraient un peu les yeux et leurs oreilles vers nous, peut-être qu'ils entendraient des choses intéressantes. Thomas. Alors je voulais juste te dire, c'est après, je passe la parole. Quand je parlais au niveau que ça a changé, je pense qu'il y a 15 ans ou 20 ans, on faisait attention et que maintenant on le fait plus. Ah d'accord, excuse-moi. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que parce qu'effectivement on a vu des jeux de rôle sortis en jeu vidéo, ils ont pris exactement les systèmes, ils les ont juste encodés. Donc quelque part, ils faisaient attention aux jeux de rôle. Sur l'univers, il n'y a pas de problème, c'est sur le game design que ça pose problème. Manuel, tu voulais intervenir ou Emmanuel, je ne sais plus. Les deux, je crois. Juste en 2 mots, ils ont un complexe d'infériorité. Je veux dire, quand on crée un jeu de rôle, on tape sur le processeur le plus puissant qui soit au monde, c'est-à-dire le cerveau humain. On aura l'occasion d'en parler dans un podcast autour de nous, justement. Manuel. Moi, je suis pas tout à fait d'accord, mais bon, j'imagine que vous êtes d'accord habitué avec quoi avec ce que vous dites. En fait, l'idée que les gens qui sont dans le jeu vidéo s'intéressent pas du tout à ce qui se fait en jeu de rôle et pensent qu'il n'y a pas de lien en termes de questions de game design. Je pense que les créateurs de jeux vidéo sont confrontés à des problématiques qui sont pas très éloignées de celles de la cellule, à savoir qu'il y a du gros jeu vidéo mainstream avec des gens qui se posent pas beaucoup de questions de game design, et puis des indés qui se posent de vraies questions de game design et qui vont chercher. Et parmi ces gens-là, il y a un certain nombre de rôlistes. Absolument. Et j'en ai croisé, et des gens qui jouent à Polaris de Ben Lehman qui connaissent Dogs in the Vineyard et qui sont des game designers de jeux vidéo. Tu m'as pas compris, Manuel. Mais ça veut dire que si tu m'as pas compris, probablement beaucoup de gens ne m'ont pas compris. Le truc, c'est que nous, on le fait tous. Tous les rôlistes jouent aux jeux vidéo et vont chercher leurs références. C'est des gens dont la profession, c'est game designer de jeux vidéo. Je parle de gens dont la profession, c'est game designer de jeux vidéo et qui vont chercher des choses dans le jeu de rôle aussi. Je veux dire, c'est que la réciproque ne se fait pas en fait. Moi, c'est exactement ce que je te dis que si. Je te dis que si, mais principalement dans le jeu de rôle, dans le jeu vidéo, indépendant. Et du coup, il a moins de visibilité, comme un sens a moins de visibilité qu'un Warhammer. Aloïs, tu voulais ajouter quelque chose? Je sais pas, je pensais retourner sur les Utopiales. Oui. Un point pour toi. C'est vrai que c'était le thème. Ceci dit, parmi les choses qu'on va essayer de développer pour l'an prochain, il y a aussi le lien entre jeux vidéo et jeux de rôle. C'est un projet. Okay. Donc là, c'est clair que au niveau des Utopiales, qu'est-ce qui se passe? Vous avez soif. Organiser une conférence, faites rencontrer. Ouais, mais c'est ça. On commence. On a demandé une conférence cette année. On en a plus l'an prochain, doucement. C'est ça qu'ils vont faire. Mais bon,
Jusqu'à maintenant, il y avait pas tant de ponts que ça entre les utopiales et le jeu de rôle en fait. Pour les utopiales, le jeu de rôle, c'était qu'une. Il y avait un problème de communication. Voilà. Ouais, parce qu'il y a quand même un bon 20% des auteurs de science-fiction qui sont ou ont été rôlistes à un moment ou à un autre, quoi. Et quand je dis 20%, je suis sympa. Mais oui. Et c'est logique, en fait. Et c'est d'une logique implacable. C'est que, en science, on a besoin de l'imagination pour faire des découvertes. Donc forcément, c'est des gens qui vont s'intéresser au milieu de l'imaginaire, au milieu de la littérature et au milieu de la science. Or, comme décrivait Olivier la présence Guérin, de Michael Moorcock était sans doute pas non, anodine, quoi. Hein. Il est quand même descendu voir l'atelier jeu de rôle, le pôle ludique à plusieurs reprises. Quoi. Carrément. Donc ça, c'est bon. C'est génial. Je sais pas s'il a échangé des paroles avec les gens qui étaient au pôle ludique, mais le symbole, je trouvais le symbole était vachement fort. Bien sûr. Ouais. Bon après, Moorcock c'est spécial parce qu'il a été adapté de nombreuses fois en jeu de rôle, mais surtout il y a un jeu qui va sortir bientôt. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que la question lui a été posée lors d'une des conférences qu'il a données à Moorcock. On lui a parlé des jeux qui étaient tirés de ses œuvres, et il a avoué lui-même ne pas être un joueur du tout et trouver ça très bien que les gens le fassent, mais avoir aucune idée de ce en quoi ça consistait concrètement. D'accord. Mais assez benoîtement. Hein. Mais en tout cas, les utopiales, c'est ça qui est intéressant. C'est le côté, on va réunir des gens, voilà. Et c'est grâce aux utopiales qu'on pourra faire céder des passerelles. Alors après, peut-être que la passerelle a déjà cédé, un manuel entre jeux vidéo et jeux de rôle, ça. Moi, je pense que les passerelles, vaut mieux les monter que les faire céder, mais oui. Excuse-moi. C'est les barrières qui cèdent. Voilà, c'est les barrières qui cèdent. C'est ça. On va abaisser les ponts-levis. Merci Manuel. Aucun souci. Alors, à part ça, au niveau des utopiales. Moi, je voulais revenir vite fait sur la conférence. Aloïs. Parce que ça a quand même été assez important. Bon, c'est la deuxième fois qu'il y a une conférence aux utopiales sur le jeu de rôle. La première ayant eu lieu en 2009 ou 2008, je sais plus. J'ai plus la date exacte. Alors, il y avait qui à cette conférence? Cette année? Des gens extraordinaires, si mes souvenirs sont bons. Donc, il y avait moi en tant que modérateur. Donc, il y avait toi, Romaric. Il y avait... Il y avait Isabelle Perrier, qui est directrice littéraire au département des sombres projets, qui est une ancienne... Isabelle. Une ancienne de Cassius première mouture ou deuxième, j'ai oublié. Grâce à cette conférence, j'ai pu faire sa rencontre et c'est vraiment... Elle est professeure de littérature aussi. Très sympa. Voilà, elle a participé à Mournblade, donc le jeu adapté de Elric de Moorcock. On avait Stéphane Gallo, co-rédacteur en chef de Cassius, lui aussi. qu'on entendra prochainement dans les cellules, dans le podcast de la cellule. Qui était aussi là avec le département des sombres projets pour sa contribution à Mournblade. Il participe à la campagne notamment, je crois que c'est lui qui l'a écrite. Il y avait Lionel Davoust qui a écrit le livre Léviathan. Le dernier vol du dragon. La trilogie, les deux premiers sont sortis. D'accord. Il a écrit un petit peu de fantasy aussi. Et surtout, il a participé, il a participé à la création de jeux de rôle, Archéos, si je ne m'abuse, et c'est un rôliste, effectivement, invétéré. Ouais. Super intéressant. Et il nous restait Julien Elbruck, qui a écrit l'encyclopédie des brigades chimériques et qui a participé à d'autres jeux chez Sans Détour et Multisim, je crois. Il était sur Nephilim. Ah bah Isabelle Perrier était sur Nephilim aussi. Et chez John Doe, puisqu'il a écrit Warsaw aussi chez John Doe. Julien. Ouais. Ah ouais. Oui. D'accord, ok. Il y a Pika qui lève le pouce, ça a l'air de lui avoir plu, Warsaw. Ça ne m'étonne pas. Donc voilà, on avait quand même une très belle table. La conférence était pas mal attendue parce que quand on est arrivé, il était 11h. Enfin, on était au bar avant, mais à 11h, la salle était déjà pleine. Toutes les places assises étaient prises. Il y avait des gens assis partout autour. Ça a été un franc succès. Hein. Oui. C'était une des conférences les plus... À part celle du centre, évidemment, avec toutes les grosses têtes. Je pense que sur la scène annexe, c'était peut-être une des plus attendues. Ouais. Il y a Fabien Clavel qui nous avait fait de la pub. J'ai hésité au dernier moment à l'inviter à la table parce que Thomas Poussou était inscrit sur la programmation mais n'était pas là. Donc ça nous laissait potentiellement une chaise de plus, mais je me suis dit qu'avec 5 intervenants on était déjà pas mal. Mais bon, c'est vrai que quelque part, au fond, si Thomas avait été là en plus, ça aurait vraiment été... Parce que déjà, on nous a un peu reproché, moi, on m'a reproché d'avoir un peu trop animé, alors que c'était toi qui devais le faire. Bon, podcast de la cellule, voilà, oblige. Donc s'il y avait Thomas en plus... c'est juste que j'ai demandé 3 fois à ce qu'on le retire de la programmation et ça n'a pas été fait. C'est pas très Thomas. Grave. Il aurait pu nous exposer son principe de Poussou, il aurait pu... Non, mais surtout que j'avais un bon alibi, j'avais su, j'aurais fait plus de conneries ce jour-là.
En tout cas, ce jour-là, moi, j'ai eu un gros regret, c'est que Benjamin Béliez, alias Bobo, sur le podcast de la cellule, ne nous suive pas. Parce que vraiment, c'est typiquement le genre de personne. Alors, on l'entend pas beaucoup dans les micros en ce moment, mais c'est parce qu'il il bosse pas mal et puis il a pas souvent l'occasion de venir ici. Mais je peux vous jurer que ça aurait été un élément indispensable pour la rencontre entre la science et la littérature. Lui qui se passionne énormément pour ça. Ouais. Donc c'est vraiment dommage, c'est un regret. Je vais pas proposer parce que on le voit tellement peu en ce moment. Et au final, c'est Thomas qui m'a dit. Oui, il y a l'année prochaine et puis. Voilà, l'année prochaine, Bobo, si tu nous écoutes, tu viens avec nous, c'est obligatoire. Les Utopiales pour moi, c'est un incontournable. Tu peux pas être nantais si t'as pas mis les pieds aux Utopiales au moins une fois. Regarde-moi cette espèce de nantais chauve. Hein. C'est pas la première fois que tu le dis. Il est con avec Nantes, Aloïs, c'est incroyable. Moi, je m'en fous. J'y ai déjà été 3 fois. Je suis pas nantais. Voilà, je perds bien. Hein. Mais enfin. Pour moi, c'est un rendez-vous qui est quand même assez important parce que c'est une convention qui parle de science, mais qui parle pas que de ça, donc ça attire d'autres publics et c'est quelque chose qui permet de toucher des grosses populations. Justement, toutes les problématiques du jeu de rôle où on dit on sait pas comment toucher d'autres populations, comment faut faire? Est-ce qu'il faut mettre un truc sur le grog? Est-ce qu'il faut aller chez Casus? Et ben là, justement, les Utopiales, ça permet vraiment de toucher des gens de milieux très très variés. Et pour mon chauvinisme nantais, j'en profite parce que c'est ma dernière année. Et juste, y a les conférences, c'est bien joli, mais surtout aux Utopiales, tu peux jouer. Et ce qui est pas mal, c'est vraiment le rapport intime avec le public qui connaît pas le jeu de rôle. C'est vrai que Picard fait partie de nos animateurs, j'ai précisé. C'était ma première. J'ai mené 1000 voix en fait aux Utopiales, donc j'ai enchaîné des démos de 1h30, une demi-heure, et donc notamment j'ai pu faire des initiations, et donc c'est vraiment intéressant. Le public est bien pris en charge. On a des formats de jeux de rôle courts, et moi j'adore ça. Je trouve qu'il faut faire des jeux de rôle courts, faire des parties d'1 heure, pas des parties de 8 heures. Le jeu de rôle en culotte courte. Manuel. Alors moi je suis tenté de dire un peu le contraire de toi. Jouer c'est bien joli, mais là ce qui est intéressant c'est qu'il y a des conférences, parce que en convention des parties il y en a toujours partout. Et là, je trouve intéressant qu'on ait des conférences et que pendant un moment, on prenne le temps de se poser, de discuter, de réfléchir ensemble. Je crois que c'est un peu le propos de la cellule souvent. Et je crois que c'est quelque chose qu'on rencontre pas très souvent en convention, à mon grand dam. D'ailleurs, j'en profite pour couper la tête d'un canard avant de passer la parole à Emmanuel. C'est l'autre jour sur le podcast de la Murder, il y a un commentaire qui m'a dit oui, tu te moques de France Culture et tout, Romaric, tu veux quoi? Tu veux ressembler à Fun Radio ou quoi, machin truc. Alors non, je ne me moquais pas de France Culture, au contraire. Je m'émerveillais de cette ambiance, effectivement. Il l'écoute tous les matins en secret. Voilà, c'est justement ça qui est rigolo. Emmanuel, sur les Alors, c'est aussi pour ça, pour répondre à Manu, c'est pour ça qu'on fait des formats courts et qu'on n'est pas sur un format comme Eclipse où on a des parties de 6-8 heures. Alors, il y a des contraintes, il y a des jeux qui passent très très mal en 1h30, 2 heures. Il y a des joueurs qui sont frustrés. Mais c'est vrai que comme ça nous permet aussi de dire aux gens, bon, voilà, vous venez une demi-heure, vous venez 1 heure, et puis ensuite vous allez à votre conférence et vous repassez après. Et surtout, ça nous permet de brasser énormément de gens qui n'ont jamais joué. Aloïs. Et puis aux Utopiales, on a un public qui est très ouvert, qui se déplace parfois de loin, parce que quand on a un nom comme Moorcock, ou quand on a Neil Gaiman qui vient, ce qui était le cas cette année, il y avait les deux, ils ont même été à la même table ronde, qui a eu énormément de succès aussi. Ouais, elle était pleine. Oui, là c'était sur la scène principale, c'était difficile de circuler. Pleine. Voilà, quand il y a des noms comme ça qui se déplacent, on a régulièrement des dinosaures, des pachydermes, appelez ça comme vous voulez, qui viennent. Il y a des gens qui font le déplacement depuis Paris juste pour avoir leur dédicace, parce que l'an dernier par exemple, on avait Glenn Cook qui sort jamais des États-Unis. Il y avait 1h30 de queue pour pouvoir avoir notre dédicace. Oh, moi je suis arrivé à la fin, j'ai eu en même pas 3 minutes. En fait, j'étais tout seul. J'étais tout devant, j'ai eu du bol parce que voilà, mais il y a eu beaucoup de queues. Neil Gaiman et Moorcock cette année, c'était pareil. Hein. Je croyais que tu avais dit Neil Gaiman est mort. Michael Moorcock. Le mec, l'attraction des Utopiales, c'était... Alors, on annonce officiellement la mort de Neil Gaiman, comme ça les gens vont tous venir sur ce podcast. Ça y est, voilà. Mais sinon, les retours qu'on a eu sur la conférence étaient très très positifs. Le peu de personnes avec lesquelles j'en ai parlé, ils étaient très contents. Les animateurs qui m'ont tous renvoyé un mail quand j'ai été les remercier m'ont dit qu'ils étaient tous très heureux d'avoir fait ça et qu'ils étaient partants pour l'année prochaine. Ouais. Donc ça augure de bonnes choses déjà. Ouais. Il faut remercier aussi Adélaïde et Corentin qui se sont occupés de nous aux petits oignons, en plus de toi Aloïs, parce que toi tu t'occupais
spécialement de la cellule évidemment, mais Adélaïde et Corentin et puis les autres organisateurs dont je ne connais pas le prénom. Marie Masson, je sais plus qui était le président cette année. Un travail remarquable. Adélaïde, je l'ai vu se bouger, elle était partout. T'allais chercher un sandwich, c'était Adélaïde qui te le donnait. T'allais chercher une clé, c'était Adélaïde qui te la donnait. T'allais à l'étage, elle était encore là. Il faut faire un contrôle antidopage ou voir si elle a pas déjà développé le clonage. Les utopiales, c'est une drogue en soi. Enfin, quand t'es sur les utopiales, t'es de bonne humeur et puis tu cours partout. Ouais. T'es pressé d'aller à ta conférence. En tout cas, pressé d'aller à ta projection. Ça me permet aussi de répondre à Spider Jérusalem sur ce point, c'est de le dire. L'année prochaine, nous, on sera aux utopiales encore une fois. C'était vraiment très 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 intéressant, très enrichissant. On a pu faire la connaissance de gens qu'on n'aurait jamais pu rencontrer sinon. Et vous verrez, les auditeurs de la cellule qui nous écoutez, que ça nous a permis d'enregistrer des podcasts avec des personnes de renom et des gens qu'on n'aurait pas pu avoir si on ne s'était pas déplacé là-bas. Donc ça, c'est clair que on le refera bien volontiers. Donc voilà. Eh bien voilà, on a fait déjà le tour. Est-ce que vous voulez revenir sur certaines choses, parce que on a fait le tour de mon plan à moi, mais j'avais un tout petit coup de cœur que j'aurais quand même voulu placer. C'est cette semaine, il y a le site mademoiselle.com qui a fait on a testé pour vous le jeu de rôle, et je trouve que c'est quand même un joli pas de la part d'un site qui parle de tendances actuelles, de parler de jeu de rôle à un public le plus large possible en fait, parce qu'il n'y a pas que des filles qui suivent ce truc. Absolument. Moi je sais que c'est Philippe Tessier qui a écrit Polaris en France, qui avait mis ça sur mon Facebook, et donc je l'ai vu, j'ai été le lire, et c'est un article qui est assez intéressant et qui veut s'éloigner du clivage gros geek avec des boutons, et d'ailleurs comme tu le fais si bien, Romaric. Il prend vraiment le contre-pied de tous les, parce que l'article est présenté sous la forme le jeu de rôle c'est, et là il présente la caricature et en fait bah non, pas du tout, et voilà. Il continue comme ça. Moi c'est mon petit coup de cœur parce que ça m'a vraiment touché. Ça me fait plaisir de voir que les médias commencent à changer d'avis vraiment sur notre activité, quoi. En tout cas, ouais, c'était un très très bon article, cet article sur Mademoiselle. Il a fait le tour des réseaux sociaux, celui-là. En tout cas, dans le jeu de rôle, ça. De ceux ça qui jouent à du jeu, en tout cas. Sinon, tiens, aussi, on peut parler aussi de Manuel, les petites interviews de podcasteurs que tu fais en ce moment. Ah ouais, mais ça c'est pour mon travail. Ouais. Là, je suis en week-end. Là. Ah d'accord. Okay. Mais c'est intéressant aussi d'avoir des retours. Tu peux faire un appel d'offres de différents podcasteurs. Alors ça parle pas forcément de jeux de rôle, c'est ça? Non, ça parle de podcast, parce que je travaille dans une entreprise qui fait de la web radio, et mon métier en gros tourne autour de la radio et de la production radio. Et on a un blog, qui est le blog de l'entreprise, sur lequel on écrit un certain nombre d'articles, que ce soit des tutoriaux ou des témoignages. Et puis effectivement, on fait du podcast, parce que des fois il faut joindre le fond à la forme. Ouais. Et on fait des podcasts, et on commence tout juste, mais en tout cas pour le blog spécifiquement. Et l'idée c'est d'interviewer des podcasteurs. Pour savoir pourquoi des gens décident de faire du podcast, comment est leur podcast, comment ils font ça, et pourquoi l'audio. Enfin, moi j'ai un amour depuis longtemps de la radio et de l'audio, mais je pense que ça va pas forcément de soi pour tout le monde, et ça m'intéresse. Et puis souvent c'est des gens qui font ça à côté de leur métier, ça leur prend du temps, ça leur prend de l'engagement, donc c'est intéressant de voir un peu comment c'est venu, comment ils s'y prennent, comment ils s'organisent, et puis eux-mêmes quels sont les podcasts qu'ils aiment écouter, parce que quelque part c'est comme demander à un musicien quelles sont ses références musicales. Oui, tout à fait. Voilà. Pika. D'ailleurs, je pense, moi j'ai constaté un petit manque sur la toile. Ce serait vraiment pas mal si, alors c'est pas moi qui le ferai évidemment, si quelqu'un en fait montait un agrégateur de podcasts rôlistes, parce que en fait c'est un média rôliste. Ouais, parce que ça commence à fleurir pas mal. Bon, il y a déjà un agrégateur de podcasts français en fait qui s'appelle Podcast France. Du coup, t'as un moteur de recherche, tu peux taper jeu de rôle. Ils ont un site, et je pense que tu peux retrouver des. Ouais, il y a par thématique. Alors je crois que la cellule est référencée dessus. Et je pense que ce serait pas mal d'avoir ça. Thomas. Alors sur Podcast France, il y a une catégorie jeux de plateau, jeux de rôle, et on retrouve certains podcasts de référencés, ils ne le sont pas tous, mais pour la plupart des podcasts qui sont très connus, on les retrouve. Mais il y a plusieurs agrégateurs comme Bad Geek qui existent, où on retrouve de tout, et on a aussi une section jeux de rôle. On a ce genre de choses.
Aloïs. C'était juste pour dire que Pika levait les 2 pouces vu qu'il avait pas de micro dans la main. D'accord. Voilà, parce que bon, c'est vrai qu'il y a les grosses machines bien connues comme Radio Rollis et tout, mais t'as pas mal de petits podcasts de plus en plus qui vont. En plus, des fois, il y a des podcasts qui vont en parler. T'as une demi-heure sur 1 heure, et je sais pas s'il y a un travail de référencement complet là-dessus. Bon, enfin, il y en a plein, mais je vais pas tous les citer, mais bon, il y a Musica Tenebrae par exemple. Nous, on essaye de parler de Radio Rollis parce que voilà, le Docteur Critique aussi qui fait des podcasts. Il faisait des vidéos sur YouTube en plus. Ils ont fait des podcasts aussi. Et ouais, je pense que ça manque un petit peu peut-être. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait peut-être. Moi, je prends notre expérience pour Podcast France. Podcast France, c'est un peu arrivé. En fait, un jour, on a reçu la cellule a reçu un mail nous indiquant qu'on était référencé. On est allé sur ce site et effectivement, on a retrouvé donc Radio Rollist. On a retrouvé le Gobelin Rose. Je crois que c'est ça, je ne sais plus. Ça me dit rien du tout. C'est un podcast sur le jeu en général. Beaucoup de jeux de plateau. Les dessous du troll. Voilà, il y a les dessous du troll, mais il y a un truc qui s'appelle, je crois, les Gobelins Roses, mais je vais pas me tromper. Les boules du gobelin. Est-ce que le troll met de la dentelle? Maintenant, après, en tout cas, l'expérience de Podcast France que j'en ai eu, il faut pas hésiter que si quelqu'un fait un podcast sur le jeu de rôle, pas hésiter à aller sur ce genre de site et le proposer. Lui, je pense qu'il a fait une référencement sur les plus connus, sur les plus accessibles. Après, s'il faut approfondir, parce qu'il faut voir, moi, je sais qu'il y avait un podcast sur le jeu de rôle qui existait, qui s'appelait Le Donjon. Oui, mais il s'est arrêté, non? Il s'est arrêté, mais le site existe toujours. On trouve toujours ce document. Et donc des fois, savoir est-ce que ça existe encore, est-ce que c'est toujours actif, c'est pas toujours facile. Non, et puis il y a un lieu qui est pas mal aussi pour référencer ce qui parle de jeux de rôle, enfin un site en tout cas qui est déjà assez calé sur la question, qui s'appelle, je crois, le Guide du rôliste galactique, si je ne dis pas de bêtises. Grog pour les intimes. Ouais, voilà. Où je crois effectivement avoir une section qui regroupe les différents podcasts existants avec les sites, et pas hors de propos. Donc je pense qu'il faut pas hésiter à aller voir de ce côté-là aussi. Voilà. Alors, je ne connais pas cette section, je l'ai jamais vue. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais voilà, si on doit monter s'il doit y avoir un regroupement, le Grog me paraît un lieu assez indiqué pour ça. Complètement. Bah ouais, mais bon, ils croulent sous le boulot, les mecs. Il y a aussi le Poulpcast, le podcast de Tentacule.net, là, en podcast rolliste. Absolument. Tenebrae aussi, je sais pas si on l'a bien entendu tout à l'heure. Avec Tenebrae, j'ai un petit coup de cœur pour eux parce que ils proposaient des podcasts sur la sonorisation en jeu de rôle. Donc forcément, allez écouter, c'est pas mal. Ils nous ont recontacté il y a pas si longtemps que ça pour faire des podcasts avec eux, Tenebrae. Donc ils sont toujours vivants. Ils sont toujours vivants, oui, parce ça doit faire plus d'un an qu'ils ont pas sorti un truc. Manuel, qu'est-ce que tu disais? Ils sont toujours morts-vivants, c'est comme des mecs qui parlent du monde des ténèbres. Vampire, d'accord. Les blagues, faites-les dans les micros. C'est une habitude à prendre. Ouais, c'est une habitude à prendre, absolument. Bon, il y a des choses à ajouter, messieurs, avant de clôturer ce podcast? Je pense que c'est un bon podcast bonus. Là, il y a du concret. C'est du gros bonus. Hein. Il y a du lourd, il y a du gras. Il y a du lourd, il y a du bon, du bonus. Bon, et bien voilà. Merci à vous d'être Merci venus. à toi. Merci Manuel. Merci. Merci Emmanuel. Merci Pika. Salut les petits clous. Merci Aloïs. Merci Thomas. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. 1h47 de podcast. Oh, ça va, on a pas excessivement long. Je vois Manuel qui rigole. Pour un bonus, c'est pro ici. Non, mais il va falloir le faire en 2 parties. Mais on s'en, alors là, tu peux te le regardez-moi ce classis. Le mec qui veut mettre des jingles dans le podcast, qui veut mettre de la musique de fond quand on mettre parle. des pubs. J'espère que tu vas laisser ça dans le podcast pour que les gens ils mettent en commentaire. Ce serait pas mal avec des jingles, ce serait pas mal en 2 parties. Achetez le dernier Bloodlust Metal pour seulement. Eh ben non. C'est comme ça, la cellule, on fait des trucs complètement fous. 1h47 de podcast, ça nous fait pas peur. Allez, à bientôt. Râlez moins, jouez plus. À bientôt, au revoir, salut.